Bonsoir, bonsoir. Hello Michael. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui, oui, on va très bien, Michael, merci. Là, on est au taquet, on est prêt. C'est l'événement de l'année. Yann, salut. Donc, c'est Erwan. l'avant. Bonsoir tout le monde. On va attendre encore un petit peu, mais enfin, je cause un petit peu en attendant. C'est l'avant-dernier entretien 2024. On en a fait beaucoup cette année quand même. On terminera l'année vendredi prochain, le 13, par la présentation du bac de Sarah Vigotte. Qui a un autre Géo trouve tout parmi les Géo trouve tout. Et voilà. Donc, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Petit passage rapide d'Hervé. Merci, c'est gentil, avant d'aller te coucher. Salut Denis. Donc, Denis, comme tu as zappé un resto ce soir, si un jour tu viens à Paris, tu n'hésites pas, tu m'appelles, je te gave. Je te fais un bon resto. Avec grand plaisir. Qui est sur Paris? Denis? Denis, non, il a dit j'ai laissé tomber un resto pour pouvoir assister au live. Ah. Donc C'est gentil, ça. je lui dis que si un jour il va dans une vraie ville, je l'invite au resto. Ça lui changera de son, ça le changera de son trou du cul du monde. Euh, Toulouse, Toulouse. Attends. Toulouse, c'est une belle ville, ouais. Bah ouais. Bien sûr, c'est une belle ville. Alors bonsoir. Donc on est avec Alexandre Burkhardt que je reçois en tant que fondateur, PDG, patron, gérant de Total System et en tant qu'ami en même temps, évidemment. Et on est avec Xavier qui ne manquera pas d'avoir les petites questions qui font mal au derche des invités. Je vais essayer, hein. C'est pas mon Voilà. sujet de Hein. prédilection, hein. Donc, Donc, donc la soirée va se dérouler en 4 parties. Donc il y a une première partie, tu me corriges si je me gourre, Alex. Ouais. On aura une présentation de l'eau de mer, des composants de l'eau de mer, pourquoi faire des changements d'eau ou ne pas en faire. Deuxième partie, nous aurons les méthodes de supplémentation, KH, calcium. Donc je pense qu'on va parler du Belling essentiellement. En Troi- effet. En effet, troisième partie, il faut savoir ce qui se passe dans notre bac, donc on parlera des tests. Et la quatrième partie, je suis désolé, vous serez obligé de vous coucher tard, ça sera l'annonce surprise, enfin la belle annonce d'Alexandre. Voilà. Donc on est déjà 46-47, c'est formidable. Donc ben Alexandre, je te laisse la main. Euh, Ouais, très bien. Alexandre s'est donné un mal fou pour nous faire une super présentation qui est magnifique. Donc elle sera disponible sur YouTube. Tous les fichiers que vous pourrez voir dans l'entretien seront disponibles dans l'onglet fichiers du récif, c'est-à-dire tous les calculateurs, les méthodes de calcul, les choses comme ça. Ça sera disponible, tout est en libre accès. Si vous avez des potes qui n'aiment pas le récif et donc qui ne regardent pas le live, vous pouvez leur dire que c'est en libre accès sur les infos du récif. Il n'y a aucun filtrage, c'est-à-dire que tout le monde peut regarder les infos du récif de façon anonyme, cachée. Il Hmm. n'y a aucun problème et il n'y a aucune obligation de partage ni d'être membre du récif pour acquérir de la connaissance. Ceci étant dit, Alexandre, je te laisse la main. Très bien. Allez, on passe sur la présentation. Hop, qu'on va. Comment je fais pour la mettre En plein en grand écran. écran, plein écran? Bah tu. Toc. Voilà. probablement. Voilà, superbe. Magnifique. Ça. Très bien. Voilà. Donc ce soir, alors on va parler plein de choses, mais l'objectif à la fin, c'est de parler de maintenance sans changement d'eau du tout. Voilà, moi, c'est quelque chose que je pratique depuis quelques temps maintenant, donc il est temps de faire un retour là-dessus, d'expliquer comment ça marche, mais on va partir de la base. Donc, comme a dit Eric, 4 parties. On va partir de la base, donc de l'eau de mer, parler un peu de l'effet des changements d'eau sur la composition de l'eau. Ensuite, on rentrera un peu plus dans le détail avec KH calcium, qui est la base de la supplémentation. Voilà, un peu le lot de tout le monde, si même sans entrer trop dans le détail, c'est l'indispensable. On zoomera encore un petit peu plus après en parlant des autres éléments, donc notamment des tests et de leur évolution. Et puis à la fin, il y aura en effet la petite surprise. Donc, comment faire cette fameuse maintenance sans changement d'eau?
Voilà, ça, ce sera pour la fin. C'est-à-dire vers 23h45. Non, C'est non. ça. Donc l'eau de mer, composition et effet des changements d'eau sur ses composants. Donc l'eau de mer, petit rappel de ce qu'on a dans l'eau de mer au niveau minéraux. Je vous ai enlevé la partie eau, qui est bien sûr la plus importante. Mais voilà, donc rappel très rapide, hein. Essentiellement du chlorure et du sodium, du sel de cuisine, magnésium, calcium, KH qui arrivent derrière, qui sont les éléments les plus importants si on met de côté le sel de cuisine. On en parle moins souvent, mais on a toute une autre partie de macro-éléments, c'est-à-dire de composés qui sont présents quand même en quantité assez importante, mais qui ne nous intéressent pas trop parce que ils sont pas tellement consommés par les coraux, ou voilà, c'est pas des choses qui bougent beaucoup. Les nutriments, alors là, je vous ai mis 12. C'est la composition de l'eau de mer naturelle, hein. Ça peut parfois être un peu plus, un peu moins dans nos bacs. Et les oligo-éléments, alors le graphique nous affiche 1, c'est même 0,5, c'est tout petit par rapport au reste. Mais ça a malgré tout, on sait, une importance capitale. Donc on y reviendra. Alors soyez pas choqués non plus par le 121 en kH, hein. Là, on est en milligrammes par litre et nous, on mesure pas du tout ça comme ça chez nous. Mais voilà, c'était pour avoir la même unité partout. Alors, si on parle un petit peu des changements d'eau. Alors, la plupart des fabricants nous recommandent 10% hebdomadaire. C'est la base qu'on a pris. C'est ce qui est souvent recommandé. C'est rarement ce que les gens font. On est souvent plutôt à 10% toutes les 2 semaines ou 20% toutes les 2 semaines. Voilà, chacun a un peu sa technique, mais bon, les trois raisons pour lesquelles on peut être a priori amené à faire des changements d'eau, ça va être soit pour remonter certaines valeurs, c'est-à-dire il y a des choses qui manquent, on enlève une partie de l'eau, on remet de l'eau un petit peu plus chargée et ça remonte les choses, soit l'inverse, diminuer des concentrations de choses qui ont tendance à s'accumuler, notamment nitrate, phosphate, même si tout le monde sait que j'arrive en criant au scandale quand des gens font des changements d'eau pour réduire les nitrates. Et puis, Évidemment, évidemment. Tu vas le voilà, prouver de toute façon, là. c'est ça. Et la troisième raison possible, ben, c'est quand vraiment on a une grosse dérive. Alors, une erreur de thèse qui nous a amené à faire un mauvais dosage. Ah, il y a Euh, Alain Dudé qui regarde. Je le salue particulièrement. ah, salut Alain. Salut Alain. Voilà, donc erreur de dosage, on s'est loupé, quoi. Voilà, donc il faut corriger rapidement. Et donc, c'est ce qui peut aussi amener à faire des changements d'eau d'un point de vue, voilà, si on y pense un petit peu. Alors, regardons, alors déjà, ouais, la base, le principe du changement d'eau. Donc, on amène 10% d'eau neuve, toute fraîche, préparée. On garde 90% de l'eau de l'aquarium. On peut se demander si elle est usée pour obtenir 100% d'eau recomposée. Si on prend n'importe quel élément, vous avez la petite formule en dessous, la concentration finale de cet élément, bah, ce sera 10% de sa concentration dans l'eau neuve, plus 90% de sa concentration dans l'eau actuelle. Ça, voilà, je passe assez vite là-dessus, on va surtout voir l'effet de ça. Alors, première chose, si on veut compenser la baisse d'un élément. Alors, on a pris l'exemple du calcium avec des baisses un peu hypothétiques, hein, mais qu'on peut retrouver assez classiquement. Une baisse de 1, 5 ou 10 mg par litre par semaine quand les coraux consomment. Et on a le graphique qui s'étale sur quelques mois. Et vous voyez des petits redans sur le graphique. Ça correspond au changement d'eau. Dans Si on l'entretien, applique... nous serons disponibles dans le Non, longlet pardon, pardon, fichier pardon. ah, Je graphique, merde c'est-à-dire tous les complètement là. calculateurs. Attendez. Voilà. donc voilà ce que font les changements d'eau si on les fait une fois par semaine à 10%. Donc on voit qu'on remonte en effet en appliquant cette formule, mais on remonte pas énormément. Grosso modo, sur n'importe quel élément, si on change 10%, si on a une déviation, on va corriger cette déviation de 10%. Si on change de 20% d'eau, on corrigera de 20%. Et la fois suivante, on repart de ces taux déjà amoindris, c'est-à-dire la baisse de l'élément va continuer. On va corriger à nouveau 10%, mais les choses s'additionnent en fait. On ne revient jamais au point de départ. Et ce qu'on voit, c'est que bah, finalement, c'est pas très efficace. Et si on a une baisse très très faible, on voit le graphique d'en haut, bon,
on reste relativement proche de la courbe, mais parce qu'on ne consomme pas grand-chose. Par contre, dès que ça s'accélère un petit peu, on voit, alors vous avez les petites lignes en grise qui sont des lignes de référence, ça c'est si on ne faisait pas du tout de changement d'eau. On voit qu'on reste un petit peu au-dessus, mais si vous regardez la courbe à 10 mg par litre par semaine, ben, on baisse quand même très fortement et on ne compense pas grand-chose avec ces changements d'eau. Et une question, Alexandre. Cette baisse, Vas-y. tu l'as regardée en fait sur un mois à peu près. C'est ça, hein? C'est ça que au Ah niveau oui, de pardon, l'échelle. oui, là j'ai regardé Et ça, sur un c'est mois, vachement ouais, on important. voit. Oui, Parce que oui, tu vois qu'avec une consommation, on va dire une baisse de 10 mg par semaine, ça veut dire en gros 1,5 kH. C'est quand même pas Hmm. grand-chose. Tu Ouais, passes donc de 430, ta valeur de départ, c'est ça, c'est ça, à 390 en l'espace d'un mois. Donc moins 40 mg quand même. c'est ça. C'est que Donc, les changements d'eau de 10% ne permettent hmm. en aucun cas, quand on voit, on va dire, la pente de la courbe, tout Non, on simplement. n'inverse pas du tout la courbe. On voit que voilà, si on faisait rien, on arriverait à 380, un tout petit peu en dessous. Si on fait des changements d'eau de 10% chaque semaine, comme recommandé par la plupart des fabricants, on arrive à 393, 394. Donc on commence à être dans un niveau bas qui est pas encore un gros problème. Mais si Non. on poursuit ça pendant 6 mois, on Ou arrive même très très déjà bas. au deuxième mois, en fait. Dès le deuxième mois, on va se retrouver En aux fait, alentours des 360 c'est et là, ça. Et ça là, ça commence à devient être vraiment risqué, là. problématique. Voilà. Si on passe maintenant à l'accumulation d'un élément, c'est exactement la même chose dans l'autre sens. Alors, je vous ai pris l'exemple du phosphate qui embête beaucoup de gens. Hmm. Donc pareil, là on a des exemples, on prend 0,01 par semaine, 0,02 ou 0,04. On a toujours les courbes de référence qui sont en gris. Là, on voit qu'on monte très fort. Et si on a un bac qui accumule beaucoup de phosphate, parce qu'on utilise une mauvaise nourriture qui est assez chargée en phosphate, on ne rince pas sa nourriture congelée, des choses comme ça, bah, vous voyez que les changements d'eau sur la plus grosse hausse, si on fait rien, on arrive à 0,25. Si on fait des changements d'eau, on arrive entre 0,15 et 0,20. On commence à être sur des taux qui sont très problématique, Alexandre, surtout à cette vitesse-là. il y a déjà une question, mais bon, à la Ouais. fin de la partie, vous pourrez poser toutes vos questions. On Mm. laisse Alexandre terminer cette partie, puis ensuite on fera, Ouais. je sais pas, quelques 5 minutes de questions avant d'enchaîner la deuxième partie. On fera Bon, une petite pause entre chaque partie, ouais, voilà. Bon, là, pour la répondre un question, peu aux c'était comment questions. s'explique l'effet rebond, mais bon, on y reviendra. Ouais, voilà. Toc. Donc, ce qu'il faut retenir, ben, on le voit, c'est que mathématiquement, les changements d'eau ne maintiennent pas la composition chimique de l'eau de mer au fil du temps. C'est pas suffisant. On retarde un peu les dérives, donc soit les accumulations, soit les baisses, mais en aucun cas on arrive à les corriger. Alors, plus on va faire des changements d'eau importants, bien sûr, on va compenser, mais plus on va créer des changements brusques de composition d'eau au moment où on va faire un changement d'eau. Alors ça, c'est un truc, une phrase qu'avait sorti Guillaume de Marinome pendant un live il y a très très longtemps. Il disait que le bon changement d'eau, la bonne façon de faire, c'était de changer de l'eau avec une eau neuve qui avait exactement les mêmes valeurs que l'eau de l'aquarium. Donc en fait, c'était de ne changer aucun paramètre. Et du coup, bah, on peut se demander quelle est l'utilité de ça. Alors c'est tout à fait vrai. C'est vrai que quand on fait des changements d'eau avec une eau qui n'a pas de grosses différences, ça, voilà, ça se passe plutôt bien sur le bac, c'est plutôt bénéfique. Mais finalement, on enlève quelque chose et on remet exactement la même chose à la place. Ce qui, voilà, Sauf, intellectuellement, interroge. Alexandre, sauf des éléments qu'on ne pourrait pas mesurer. Voilà, Par j'allais exemple, Sauf comme les dire, composés éventuellement des choses organiques. qu'on ne j'allais pourrait dire, pas mesurer. des éléments traces ou des choses comme ça. Voilà. Bon, Et au-delà des éléments c'est traces, des composés organiques, moi je Oui, pense. oui, Hmm, oui, c'est vrai. Voilà. c'est Mais en ça. tout cas, voilà, c'est. Ouais, ouais. Bah, on fait aussi un petit peu un historique, c'est-à-dire que au tout départ de l'aquariophilie, finalement, on n'avait un peu que ça. On n'avait encore pas grand-chose en supplémentation. On avait les RAC, les RAH, etc. Mais tout le reste, finalement, on le gérait uniquement avec des changements d'eau et on voit que ça n'était pas très, très efficace. Voilà. On en rediscutera, Xavier. Ouais. Ouais, il y a Frédéric Audierne qui dit, par exemple, pour enlever les spores, les champignons, les choses comme ça. Hein. Voilà, sur des choses éventuellement organiques. Mais encore une Voilà, fois, on en enlève 10%. voilà, C'est Donc ça. on conserve 90% du problème. voilà. Voilà, Mathématiquement, c'est imparable. On est c'est d'accord. ça.
Voilà. Alors, si maintenant on a besoin de corriger une grosse dérive de paramètres, alors là, on a pris les choses un petit peu différemment. C'est-à-dire que j'ai regardé, alors, par exemple, voilà, on a un gros souci de nitrate très élevé. On a oublié son bac, on n'a pas oublié de lui donner à manger, on est monté à 100 milligrammes par litre et c'est la catastrophe. On cherche à redescendre rapidement. Je vous ai dessiné des courbes. Si on fait des changements d'eau successifs, alors soit de 20%, hein, on met tout de suite le paquet, 30%, 50% ou 90% pour revenir à une valeur d'à peu près 10 milligrammes par litre. Et mathématiquement, ça donne ça. Donc vous voyez que si on fait des changements d'eau de 20%, avant de revenir aux alentours de 10, Il faut 10 changements euh, d'eau. on a donc fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 changements d'eau. Voilà. Si on change 30%, on est encore à 1, 2, 3, 6 changements d'eau. Changement d'eau de 50%, ça commence à être des changements d'eau assez costauds. On a quand même besoin de 3 changements d'eau pour pour revenir aux alentours de la bonne valeur. En réalité, on est même encore un tout petit poil au-dessus par le calcul. Et on se rend compte que finalement, bah, la seule façon d'enlever, ben, en effet, 90% du problème, c'est de faire un changement d'eau de 90%. Et là, mathématiquement, on revient immédiatement à 10. C'est assez violent, mais ça se fait. Hein. Pour moi, l'avoir déjà eu fait il y a très 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 longtemps, ça se passe très très bien. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, on n'évacue pas les bactéries. Il faut bien s'organiser, parce que 90%, il reste pas grand-chose au fond du bac quand on le fait. Tout dépend du volume du bac. Voilà, tout dépend aussi du volume du bac. Moi, sur le bac que tu m'as fait, qui fait une trentaine de litres, c'est pas un Ça se fait. problème. Voilà, c'est ça. Avec un seau d'eau, c'est réglé. Voilà. Quand on commence à avoir voilà, quelques centaines de litres, même à partir de, voilà, de 400, 500, ça commence à faire des sacrés volumes. Et puis bon, il faut quand même laisser un minimum d'eau pour les poissons et les coraux, on ne peut pas les laisser à l'air libre pendant très très longtemps. Donc il faut aller très vite, il faut avoir un pH égal dans l'eau neuve et dans l'eau de l'aquarium. Il faut une température parfaitement égale aussi, sinon c'est la cata. C'est assez Alors, je me délicat. permets un petit complément d'information. Il y a un excellent article de Dana Riddle, comme toujours, hein, Mm. suite à une alerte qui était faite par le docteur Craig Bigman dans les années 95, qui considérait qu'en faisant un changement d'eau, important, il avait constaté en fait des blanchiments une fois où il l'avait fait. Ouais. En fait, il y a un truc qui a été mesuré, il y a eu plusieurs éléments, le pH, le taux d'oxygène, ainsi de suite. Donc ça peut varier, mais ça avait peu d'influence. Par D'accord. contre, ça jouait énormément sur la coloration de l'aquarium, de l'eau de l'aquarium. Et cette coloration a un effet important sur le par et Mm. notamment la transmission des UV. Ce qui veut dire que ça, si je dis ça, c'est que le fait en fait d'avoir une eau beaucoup plus limpide, eh ben, génère en fait une augmentation très forte du par et notamment très forte dans les UV parce que on va dire le côté jaune de l'eau, ça filtre énormément les UV, Ouais. et ce qui Mm. peut en fait générer en fait un stress très important pour les coraux. Donc pour nos En copains effet. qui nous écoutent, s'ils étaient un jour dans la nécessité de faire, de procéder à un changement d'eau massif, même 50%, n'oubliez pas de baisser la valeur de votre éclairage juste après Ouais. le changement d'eau pour Mm. aider les coraux en fait à ne pas subir en fait une montée Ouais. trop forte Là, il y a une de réflexion, l'intensité. il y a une réflexion de Gaël à propos de ça, qui dit, bon, c'est pas mathématique, mais Gaël, tu vois sur la courbe, par exemple, le changement d'eau, tu fais le changement d'eau. Tu vois que quand tu fais 20%, ah si, tu l'as mis de 20%. Moi, je suis pas persuadé que 20%, ça baisse de 20%, Alex. Alors, au premier changement d'eau, si, au premier changement d'eau, Oui. tu vas enlever Je suis pas, 20% d'eau je suis à pas 100 000. sûr. Je suis pas certain, mais bon. Ah Ah bah ben, si, moi, Eric, j'en suis sûr. moi aussi, hein. Bon, Alors, bon. on dit bien qu'on remplace par une eau neuve à zéro, hein, une eau Ouais, ouais, parfaite. je suis d'accord. Si on remplaçait par une eau neuve, par exemple, à 10, Ouais, en fait, en réalité, mathématiquement, on n'atteint jamais les 10. C'est impossible. Le seul d'accord. moyen, ce serait de changer 100% de l'eau. Ok. Il faut que la valeur soit encore plus basse. C'est aussi pour ça que je vous ai pris l'exemple des nitrates. Le fait qu'on ajoute une eau neuve qui, a priori, normalement, est à zéro ou très proche de zéro, ça permet de baisser un peu plus vite et ça simplifie un peu le calcul. Mais voilà, si on cherchait à atteindre une valeur que notre eau neuve a déjà cette valeur-là, en réalité, on va tendre vers cette valeur, mais on l'atteindra jamais parfaitement.
Sans parler du fait qu'en plus, on n'est pas sur quelque chose de figé. On est sur un aquarium qui vit. Et donc, si on a des accumulations, bah, même quand vous faites des changements d'eau, C'est ça ça. continue à s'accumuler. Donc, c'est plutôt le cas qu'on a vu juste avant. Donc, ça rallonge encore plus le processus. Donc, voilà, en tout cas, à retenir quand on a vraiment besoin de ramener un paramètre parce qu'on a fait une grosse boulette ou qu'on a oublié son bac. Pas hésiter à changer des volumes importants, prendre des précautions, mais voilà, si on ne le fait pas, on a un peu de mal. Je vous ai fait ça, oui, ça c'est intéressant aussi. Donc ça se rapporte au graphique qu'on a fait juste avant, mais donc pour corriger là pour l'exemple qu'on a vu, donc si on fait un changement d'eau de 90%, si on prend l'exemple d'un aquarium de 300 litres, on a donc amené 270 litres d'eau neuve pour arriver à récupérer cette valeur. On voit ensuite que les valeurs s'envolent. Si on fait des changements d'eau de 20%, comme on le voit très souvent conseillé sur les groupes pour des gens qui ont des gros taux de phosphate, pour un bac de 300 litres, en tout, il va falloir préparer 2700 litres d'eau. C'est gigantesque par rapport au volume de l'aquarium qui fait 300 litres. Je vous prends même pas l'exemple d'un 1500 litres, hein. Là, on parle en mètres cubes. C'est énorme. Et donc, tout le sel consommé qui va avec, toute l'eau de rejet de votre osmoseur que vous allez renvoyer à l'égout. Si, avec des changements d'eau de 20%, on parle en mètres cubes, voire en dizaines de mètres cubes. Donc voilà, ça fonctionne, mais il vaut mieux y aller fort dès le début et faut avoir conscience que ça a un impact quand même assez important. Ça, c'est mon petit côté écolo, mais moi, je trouve ça déconnant de devoir presque préparer 3000 litres d'eau de mer pour corriger un problème dans un aquarium de 300 litres, quoi. On est quasiment à 10 fois le volume d'eau qui est présent dans l'aquarium. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, donc voilà, alors ça reste la seule solution quand on a des grosses dérives à corriger, des grosses dérives à la hausse. Si on a des fortes baisses, aujourd'hui on a des produits, on peut les rajouter, on remonte certaines valeurs. Par contre, si on a un taux qui explose, le changement d'eau, ça reste la seule solution. Et donc, faire des changements d'eau les plus importants possibles pour que ce soit beaucoup plus Ouais. efficace et au passage économique aussi au niveau portefeuille. Là, il y a Gaël qui dit encore, après un changement d'eau, bon, effectivement, ça va baisser, mais le Hmm. taux, il remonte pratiquement instantanément au taux qu'il avait avant le changement d'eau, hein. Sur les nitrates, oui, parce que quand on atteint des taux Ouais, très élevés, ça veut dire qu'on a une mauvaise épuration dans voilà, l'aquarium, de toute voilà. Ouais. façon. Donc on est constamment à la hausse. C'est pour ça que, enfin, voilà, je vous ai pris cet exemple-là, mais en réalité, on sait que ça fonctionne pas. Voilà, un aquarium qui a des problèmes de nitrate, il a un problème de filtration, il a un problème d'ensemencement bactérien du décor, de décor qui est pas adapté pour recevoir les bactéries, qui est trop encrassé. Enfin, voilà, il y a vraiment d'autres actions à mener que des changements d'eau. Et à la limite, il vaut mieux les oublier complètement et trouver et régler le souci qu'il y a réellement sur le bac. Ok. Voilà. Alors, quelques petits détails aussi, que moi je juge erronés et qu'il faudrait peut-être oublier. Alors, déjà, si on considère vraiment au niveau chimique, l'eau de mer ne s'use pas. C'est-à-dire, on dit souvent, on remplace, on ajoute de l'eau neuve. En soi, elle n'est pas plus neuve que l'eau qu'on a déjà dans notre aquarium. L'eau, chimiquement, c'est de l'eau. Et les éléments qu'il y a dedans, c'est les mêmes. Donc voilà, c'est pas un argument. C'est trop simpliste et ça fonctionne pas. On revient au fameux composé mystérieux organique dont on parlait tout à l'heure. Donc, comme je le disais, la suite à la remarque de Frédéric, alors oui, on retire des composés, mais on n'en retire pas beaucoup. Voilà. Et On est d'accord hein, là-dessus, Alexandre. voilà. Après, la question, c'est de se dire quels sont les autres moyens qu'on a, par Hmm. contre, C'est autres ça. des changements d'eau et autres que le charbon, en gros, On va y pour Tout à fait. venir. retirer Ouais, ces ouais. composés, notamment organiques, Hmm. toutes les toxines peuvent être larguées par les algues, par les coraux. Et c'est vrai qu'on est assez limité. Donc, effectivement, C'est ça. mathématiquement, les changements d'eau, ça marche pas. Ça y Hmm. contribue très modestement, effectivement. Ce sera l'objet d'un futur live. Parce que c'est un autre sujet, mais pour moi, c'est des sujets qui sont à traiter par la filtration. Alors là, vous savez que c'est mon domaine aussi, mais bon, aujourd'hui, on a des écumeurs qui sont ultra performants, on a des refuges qui peuvent être intéressants dans certains cas, pas toujours, hein.
La petite équipe sait que moi je viens de supprimer le mien et que le bac va beaucoup mieux grâce à ça. Donc ça peut aussi être néfaste. Ne pensez pas qu'un refuge c'est forcément une solution miraculeuse. Donc voilà, pour moi c'est un autre sujet. En tout cas, ça se gère pas avec des changements d'eau ou par Pour la 2020, manipulation de la pour chimie de l'eau. 2025. Voilà, c'est ça. Ce sera pour 2025 qui arrive bientôt. Voilà. Et du coup, bah, on peut s'interroger voilà, sur ce que j'ai appelé l'effet shooter post-changement d'eau. Donc, on voit souvent des gens nous dire, oh, j'ai fait mon changement d'eau, mes coraux sont super ouverts, c'est génial. Quelque part, pour moi, c'est pas forcément un très bon signe. Ça veut dire que juste à cet instant-là, l'eau est un peu mieux et ça a un effet bénéfique sur les coraux, mais ça veut dire qu'ensuite les conditions se redégradent rapidement. Et ce serait un petit peu mieux d'arriver à garder cet état de l'aquarium de façon permanente. Ouais. Voilà. Donc, bah, oui, on en parlait. Donc, pour maintenir une qualité d'eau, donc pour tout ce qui baisse, bah, on ne peut pas échapper à une supplémentation spécifique chimique sur les éléments consommés, notamment calcium, KH, voilà la base. On va y revenir juste après. Et donc, bah, pour tout le reste, tout ce qui s'accumule, il faut vraiment miser sur la filtration. Alors, la filtration biologique, tout ce qui est bactéries, tout ce qui va être refuge. Alors, on parle souvent des refuges algues, mais on a d'autres types de refuges qui peuvent être intéressants. Filtration chimique, bah, c'est tout ce qui va être média type résine antiphosphate, charbon actif. Voilà, on est plus sur de la chimie là. Et puis mécanique, parce que bah, ça, c'est plus pour tout ce qui est nutriments. Voilà, les microbagues, les filtres à rouleau notamment, retirer rapidement les impuretés avant qu'elles commencent à se dégrader chimiquement. C'est aussi intéressant et ça permet d'éviter l'accumulation de choses indésirables. Voilà, et on va arriver à la deuxième partie. Alors là, On a attends. des questions. Oui, on a des questions. Simplement que j'y retourne. Merde, je suis où là? J'ai perdu le fil, moi. Vous les avez les questions, vous? Ah, moi, je vois rien. Pourquoi tu as dû retirer ton refuge? Non, non, c'est pas Pourquoi ça. j'ai dû retirer mon refuge? Parce que suite au petit article que vous avez peut-être aperçu sur Reef Builder récemment, où le jeune homme dont j'ai perdu le nom, qui a repris un peu les choses en main, voilà, Jamie, un truc comme ça, non? ouais, nous a redéterré quelques articles scientifiques sur les refuges. C'était il y a quelques mois, il me semble. Hmm. De mémoire. Alors des articles qui n'ont rien à voir avec l'aquario, mais qui mettent en lumière le fait que certaines algues rejettent certains composés Ouais. qui sont pas forcément très bons pour les coraux. Moi, j'étais arrivé à un stade sur le bac où il y avait quelque chose que je comprenais plus. J'avais manifestement voilà, une accumulation de quelque chose dans le bac que les coraux aimaient pas. J'avais des couleurs qui étaient pas très jolies alors que j'éclaire très fort, que mon eau est absolument nickel. Donc c'était autre chose, c'était forcément quelque chose d'organique. Et la seule source possible que je voyais, c'était le refuge. Pour ceux qui connaissent pas, moi j'ai 1800 litres d'eau en tout dans le système. J'avais fait à l'époque un gros refuge de 250 litres qui était complètement rempli de caïto. Je l'élaguais, ça repoussait. J'en enlevais des seaux et des seaux entiers. Euh, donc j'ai commencé à faire l'expérience, à en enlever vraiment une grosse quantité en gardant quand même une poignée en réserve qui repoussait très rapidement à chaque fois. Et j'ai constaté assez rapidement que quand j'enlevais vraiment, c'était 95% des algues qu'il y avait dans le refuge, j'avais une période vraiment de mieux sur le bac. Et ça se redégradait dès que le refuge commençait à prendre vraiment de Ouais. l'importance. Mais là, il semblerait que les refuges, une fois qu'ils, à Caeto notamment, une Mm. fois qu'ils sont blindés, mais vraiment blindés en Caeto, ils ont un effet tampon. Il n'est plus l'effet d'appauvrissement en nutriments aussi fort. Mais bon, Ouais, Ça, oui, c'est la thèse d'Aïssa, en fait. C'est la thèse d'Aïssa qui ouais, et dit puis que... quelqu'un d'autre m'avait expliqué ça, mais je sais plus. ouais. Là, je sais pas si vous arrivez à remonter tous les commentaires. Il y avait une question de Yann Le Tréchet, je n'arrive plus à la voir. Si vous pouvez, si Xavier, tu peux remonter les coms, moi j'arrive pas à la De voir. qui? De Yann Le qui? Tréchet, de Yann. Yann. Parce que là, mes coms, ils Alors, s'arrêtent aux commentaires de Didier Rickert. attends. J'arrive pas à Ok. remonter plus haut. Yann. Ouais. À partir de quel pourcentage du volume du bac journalier
peut-on considérer que l'on compense ces paramètres or, Ca, KH et magnésium? Bon courage pour répondre là. Ça dépend tellement de... Bah, en fait, ouais, alors ça, en fait, si on a des paramètres qui baissent pas beaucoup, ben, on n'a rien à compenser. Si on a des paramètres qui baissent beaucoup, c'est les cas qu'on a présentés. C'est-à-dire que si on veut vraiment les compenser, si on parle de façon stricte, c'est-à-dire on a perdu une valeur, on va la retrouver exactement, le seul moyen d'y arriver, c'est de changer 100% de l'eau. Même des changements d'eau de 50% par semaine, ils vont ralentir la baisse ou la hausse, mais on baissera toujours. D'accord. Donc il y a le changement En d'eau, c'est fait, vraiment pas une solution en fait pour D'accord. ça. Et là, il y avait une question de Fabrice. Sur tes courbes, les changements d'eau, c'était hebdomadaire? Sur mes courbes, c'était hebdomadaire, ouais. Ah, Donc si on d'accord. le fait toutes les 2 semaines, bon, c'est encore moins efficace, quoi. Si on D'accord. espace, on compense encore moins les descentes. Finalement, on suit la même courbe de descente que si on faisait rien. Simplement, de temps en temps, on monte une petite marche d'escalier. Mais tout de suite derrière, on reprend tu cette redescends. courbe descendante. Et c'est pas cette petite marche qu'on gravit à chaque fois qui nous fait revenir à la valeur de départ. Sachant que enfin, si on a des faibles dérives, cette petite marche, elle est toute petite. En fait, Ouais. on fait des changements d'eau pour rien. Et enfin, dans tous Là, les cas, hmm, en termes de chimie, en tout cas, vraiment, si on parle, voilà, de chimie et donc de maths, parce que c'est lié, le changement d'eau, c'est pas quelque chose d'intéressant. là, il y a Ludovic Bonneville là, qui aborde un point qui me semble intéressant. Euh, je pense que peut-être sur les petits volumes, le changement d'eau est plus intéressant que sur les gros volumes. Euh, Il est plus facile à faire, non, mais il est d'un plus point de facile, mais j'ai vue, le sentiment, bah moi je fais sur le nano, je m'efforce depuis que je l'ai remis en route, donc il y a un peu plus d'un an, de faire vraiment mes 10-15% toutes les semaines. hmm, Et il tourne parfaitement bien comme ça. ouais. Donc je sais pas Après, si c'est un effet Canada Dry, hein, j'en sais rien. Hein. ce qui va jouer aussi, c'est que sur les petits volumes, je pense qu'on va avoir vite tendance, dès qu'on voit un peu une dérive, un truc, à faire un changement d'eau plus important. Dire Ludovic, je connais son bac, c'est pas, Ouais. c'est un volume assez raisonnable. Bon, il a 300 Bon, litres, à peu près 250, 300 litres. Ouais. ouais, oui, voilà, c'est encore des volumes où on peut se dire, allez, je fais un bon gros changement d'eau, c'est voilà, c'est faisable. Donc et sur les nanos, c'est encore plus vrai. On voit, alors je sais pas si Arnaud est avec nous avec son 1000, 100 000 un millilitres, 1000 magnifique bac de millilitres. 1000 millilitres. Ouais, Voilà, le petit bac que vous avez certainement aperçu, il a atterri sur quelques tables et quelques bureaux cette année. ouais, Bah, il le tient très bien, voilà, mais il fait des changements d'eau. Je pense qu'on n'est pas loin des 95% et ça doit être tous les 2 ou 3 jours. bah Donc ouais, là, oui, ça fonctionne, mais ok. voilà, plus on a des petits bacs, Ah, plus on va pouvoir facilement faire des changements d'eau importants. Euh, Moi, quand j'ai fait le 1500 litres, il y a 1800 litres d'eau en tout, les changements d'eau, ça a immédiatement été une option exclue. Parce ok, que, parce que s'il fallait changer 10% d'eau toutes les 2 semaines, c'était un saut de sel tous les mois et demi. ouais. Et voilà, et des centaines de litres d'eau, une logistique à côté de pas possible. Là, Donc, il y a une question un peu hors sujet de Nico Juaz. Le filtre rouleau réduit le jaunissement de l'eau. À quoi c'est dû? Je pense que ça arrête des composés organiques aussi, quoi. alors, ça arrête les particules, mais en fait, vous avez aussi certains matériaux, parce que, alors, c'est pas du papier, hein, c'est du plastique, c'est filtre à rouleau. Et vous avez certains plastiques qui vont avoir tendance à absorber ces matières jaunissantes, notamment les phénols. D'accord. Voilà. C'est Là, un peu l'effet des color stop, quoi. Moi, j'appelle ça ouais, comme ça, Mais quoi. c'est ça, c'est Des exactement lingettes, ça. là, donc, que tu mets dans les machines Hmm. à laver. ouais, Ouais, là, ouais. il y a. On voit bien ces plastiques hein, qui ont tendance on a des plastiques qui absorbent certains colorants, certains composants. On peut arriver à tâcher le plastique parce que le plastique peut être absorbant. Mm. Là, il y a Denis Tournasat, encore un génie, lui. Tu conseilles, il pose une question, mais il doit connaître la réponse éventuellement. Tu conseilles de laisser maturer Très l'eau bien. un jour ou quelques jours avant de faire un gros changement d'eau? Moi, je conseillerais surtout de contrôler si on fait un changement d'eau très très important, il faut que l'eau soit bien oxygénée. Donc pour ça, il va falloir qu'on la laisse en effet brasser quelque temps. Il faut qu'on la mette à température, ça prend un peu de temps aussi. Bon, sauf si on a fait chauffer son eau avant de dissoudre son sel.
Ouais, moi, si on doit faire vraiment un changement d'eau massif, je dirais de la laisser tourner une bonne journée pour être tranquille, et puis surtout de contrôler. Voilà, voilà, on le disait avec Xavier tout à l'heure. Alors l'oxygène, on peut difficilement le contrôler, mais on peut considérer qu'une eau qu'on a laissée bien brasser pendant 24 heures dans une pièce où on n'a pas trop de CO2, alors ça, c'est pareil, il faut faire attention. Elle va a priori avoir un pH correct. Ça peut être intéressant de contrôler au pH mètre le pH de l'eau et éventuellement de le corriger si on a une différence importante. Ça, vous D'accord. avez des produits qui existent pour ça, notamment chez Sichem. À Ouais. la limite, vous avez des produits qui montent le pH et le pH. En fait, c'est du carbonate de sodium, hein, tout bêtement. On a longtemps appelé ça du buffer. Le buffer, c'est du Peut-être avec un carbonate. peu de borate. Le buffer, Peut-être c'est avec un... carbonate, Ouais. bicarbonate, borate. Ouais, tout à fait. Bah, parce que le Et c'est bore les fait borates qui partie, montent c'est les borates qui montent le pH. ah ouais. Et Le le bore fait carbonate partie aussi, du hein. cache. Ouais, mais le borate surtout. Ah ouais. J'ai lu une grosse bêtise d'ailleurs à propos du bore, là, il y a pas plus tard qu'hier, chez un fabricant qui disait le bore participe à l'effet tampon du bac avec le cache. Ben, en fait, c'est complètement faux. Le bore, c'est du cache. C'est ça. Voilà, ça en fait partie le cache. C'est juste une façon Mais de mesurer un il faut pas effet. lire les conneries, Alexandre. Ah bah oui, mais bon, ça arrive. On tombe dessus. Voilà. Juste pour info, là, j'ai la presse là, d'Anna Riddle qui, alors, moi, j'ai jamais testé, hein, mais en gros, qui disait qu'en fait, il avait fait différents tests sur différents changements d'eau. En gros, le pH a des fois monté, des fois baissé. Le redox baissé et généralement, non, augmenté et généralement, en fait, le niveau d'oxygène décroît. Voilà Ouais. les effets, voilà, sur Bon, une eau un petit peu neutre. on va embrayer sur la deuxième partie. Allez, on a un planning à respecter. Ouais. On poursuit. Donc, on va parler cache, calcium, donc l'évolution des méthodes de supplémentation. Donc, on continue à avancer dans le temps et des effets secondaires qu'on a compensés au fil du temps sur les façons de remonter ces paramètres. Donc, on va faire un tout petit peu de chimie, alors, de la chimie très simple, mais on cherche à remonter donc le calcium et le KH qui est essentiellement composé de carbonate et de bicarbonate, sachant qu'une fois dans l'eau de mer, Xavier nous le rappellera, on a essentiellement du bicarbonate, le carbonate se transformant en bicarbonate Ouais, pour un pH normal. voilà. Hop, voilà. Et donc, pour remonter ça, avec les produits qu'on utilise classiquement depuis toujours, pour le calcium, on va utiliser du chlorure de calcium, qu'on pourrait appeler dichlorure de calcium. Donc, sous forme de poudre, le calcium est indissociable de ces deux amis chlorures, qu'on retrouvera forcément avec lui sous forme solide. Et de la même façon, pour ce qui est carbonate et bicarbonate, ils seront toujours attachés c'est ce qui fait la différence entre le carbonate et le bicarbonate, soit à un, soit à deux atomes de sodium. Pareil, les deux sont indissociables. Et c'est ce qu'on utilise à peu près depuis toujours. Même quand j'ai commencé il y a 20 ans, on avait déjà ces suppléments en calcium et en KH, le fameux buffer KH. Déjà 20 ans. Eh oui. Il a commencé, Alors, euh, quand on dissout ça dans l'eau, alors déjà dans l'eau de nos bidons, on ne va pas appeler ça du baling parce que ce serait une faute, on va le voir après. Mais quand on dissout ces éléments dans le bidon, euh, finalement ces atomes se détachent, passent sous forme ionique, on appelle ça. Il faut bien voir que ces éléments vont former une espèce de soupe, vont se détacher les uns des autres. C'est pas tout à fait vrai, mais on va simplifier ça comme ça. Et voilà, donc on se retrouve avec toujours la même chose, hein, parce qu'on conserve toujours cette matière qu'on va apporter dans le bac. Rien ne se perd, tout se transforme, mais pas au niveau des atomes, sauf réaction nucléaire. Mais on gardera forcément toujours ces choses-là, et c'est ce qu'on va ajouter dans l'eau de l'aquarium. Une fois que c'est dans l'eau de l'aquarium, on en ajoute continuellement parce que les coraux le consomment pour former leur squelette. Le squelette des coraux, c'est essentiellement du carbonate de calcium, donc les deux choses qu'on a amenées, qui se recombinent
de façon biologique. Et on retrouve un composé solide qui, du coup, se retrouve sorti de l'eau. C'est plus quelque chose qui est dissous dans l'eau, ça devient du squelette de corail, ça sort de l'équation. Par contre, il nous reste toujours leurs amis chlorure et sodium à côté, qui eux vont rester dans l'eau et vont rester à chaque fois qu'on va rajouter du calcium et du carbonate ou du bicarbonate. Et on va voir que ces résidus, ils posent un petit problème. Donc, je vous ai dessiné là, donc on retrouve en bleu la composition de l'eau de mer que je vous ai montré au début, qui est la composition de l'eau de mer naturelle. On est parti, alors je sais plus, sur une consommation assez classique de KH et de calcium. J'ai plus le chiffre en tête, mais voilà, sur, il me semble, 1,5 KH, KH jour. Voilà, un bac bien rempli de coraux qui a une consommation bonne. Si on ajoute ce baling, enfin pas ce baling, pardon, si on ajoute ces compléments en calcium et en KH de façon à compenser ces hausses, on se retrouve dans la situation que je vous ai indiquée en jaune. Il faut presser ses baisses. Alors, on a le chlorure et le sodium qui montent fortement. Le magnésium, je ne l'ai pas vraiment inclus dans l'équation. On part du principe qu'il est relativement stable, il est peu consommé et en général, on le maintient. Le calcium, le KH est consommé par les coraux, donc lui, il bouge pas. On ajoute que ce qui manque, donc on maintient un taux toujours stable. Et les autres macroéléments, pareil, ils rentrent pas vraiment dans l'équation. Vous remarquerez que j'ai sorti les oligos pour l'instant, on en reparlera après. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que pas grand-chose ne bouge, sauf le chlorure et le sodium qui vont s'accumuler dans le système. Alors, sur beaucoup de bacs, ça, les gens qui utilisent notamment du baling, qui inclut ces produits, le voient pas toujours, en tout cas pas quand on a des faibles consommations, parce qu'on sort quand même régulièrement une quantité d'eau de l'aquarium à travers l'écumeur. C'est-à-dire, ce qu'il y a dans l'écumeur, ça reste quand même essentiellement de l'eau de mer. Donc on enlève toujours un petit peu d'eau salée. Quand on a une faible consommation, ça compense cette hausse. Quand on commence à avoir des consommations importantes, on remarque au bout d'un moment qu'on a la salinité qui augmente. Donc on enlève de l'eau de l'aquarium et on remet de l'eau douce à la place pour compenser. Quand on fait ça, on se retrouve dans la situation qui est en orange, c'est-à-dire qu'on a enlevé de l'eau pour rebaisser notre chlorure et notre sodium à un taux normal. Par contre, quand on enlève de l'eau, qu'on la remplace de l'eau de mer et qu'on la remplace par de l'eau douce, eh ben, on va tout diluer. Donc, on va également faire baisser le magnésium, on va également faire baisser tous les autres macroéléments qu'on n'ajoute pas. Le calcium, le KH, ben, on les dose, on les compense en permanence, donc qui restent stables. Le magnésium, pareil, va avoir tendance à baisser. On remarque aussi un petit détail, et, alors, j'ai fait deux graphiques, un pour le baling classique à base de bicarbonate et un pour le baling à base de carbonate, mais on n'ajoute pas le chlorure et le sodium de façon équilibrée. Donc quand on rattrape, on voit qu'on a en plus un petit manque de sodium par rapport à l'équilibre normal entre les deux, qui peut aussi être problématique à force, parce que plus on va répéter ce principe sur une longue durée, plus notre sodium va baisser et on peut se retrouver au bout d'un moment avec un gros déséquilibre. C'est ce qu'on appelle un déséquilibre de la balance ionique. C'est le fameux déséquilibre de la balance ionique. Voilà. C'est tout simplement ça, hein. Alors, faut pas croire que c'est une question de chimie très pointue. C'est vraiment une question de maths en fait. C'est que on a certaines proportions à respecter et en fait ces proportions, on s'en éloigne de plus en plus et c'est ce fameux déséquilibre de la balance ionique. Ah, La balance ionique, c'est la proportion normale entre tous les éléments, tous les constituants de l'eau de mer. je suis content de ma question. Voilà. Le carbonate, on voit quand on a des consos en plus qui augmentent, on a tendance à passer au fameux baling triple concentration, donc en basse carbonate. On voit que le déséquilibre sur le sodium est encore plus important. Ah, je savais Ouais. pas, par contre, tu vois. Ce déséquilibre, en fait, au niveau du sodium. Ouais. euh, ok, Bah, tu regarderas les formules chimiques, hein, bicarbonate ok. de sodium et carbonate de sodium. Il y en a un dans lequel on a deux fois plus de sodium que Hmm, dans donc on n'en ok. ajoute pas de la même façon du coup, fonction du produit qu'on utilise. Voilà, la différence, c'est pas uniquement la quantité qu'on peut en mettre dans le bidon, C'est ça.
C'est un composé chimique qui est totalement différent. avec des molécules et ainsi de suite. Ok. Voilà, c'est ça, c'est les C'est mêmes un poids molécules qui sont moléculaire associées et entre elles, mais dans des proportions différentes. ok. Voilà. Et donc, on va maintenant pouvoir parler du fameux professeur Balling, dont on s'évertue à mettre des photos, Que le vous pouvez mettant retrouver parfaitement en sur la valeur à chaîne chaque fois. YouTube du Récif. On peut le retrouver sur la chaîne YouTube du Récif. Paf, je saute sur l'occasion. Tout à fait. C'est un grand séducteur, non? C'est ça. Ok. Voilà. Donc on voit, donc je rappelle ce qu'on vient d'évoquer. Donc le souci, on ajoute ces produits, on a inévitablement une augmentation de la salinité. Et comme on va la compenser, on va baisser tous les autres minéraux. Et c'est pour résoudre ce problème que le professeur Balling a inventé ce qu'on appelle le sel sans chlorure de sodium, qui n'est en fait en réalité pas tout à fait du sel de mer dans lequel on aurait enlevé le chlorure et le sodium. C'est une association de composés chimiques qui permet de compenser ce déséquilibre calculé très précisément, à peu près de la même façon que voilà, la façon dont j'ai procédé pour vous faire ces tableaux. Alors, de façon beaucoup plus détaillée, élément par élément. Et il a réussi, alors ça c'est déjà une partie du boulot, et ensuite il faut réussir dans la réalité à recréer une poudre qui contienne exactement ces éléments dans la bonne proportion. Et ça c'est encore une autre paire de manches, donc c'était quand même un gros tour de force. Donc le balling, au sens strict, si on veut lui rendre honneur, c'est uniquement quand vous avez ce produit dans vos bidons. Si on n'a pas ce sel sans chlorure de sodium, c'est pas du Balling. Voilà, c'est autre chose. Euh, Hop. Et donc on passe au graphique suivant. Et ils sont fabuleux, ces graphiques, hein. Ouais. Ah ouais, C'est super presse, hein. Voilà. c'est une présentation, mais magnifique. Merci Eric. Donc là, ben, on fait exactement la même chose que précédemment, mais on y ajoute cette fameuse solution de sel sans sel, comme on dit, de sel sans chlorure de sodium. Et donc maintenant, on voit qu'on a toujours donc cette hausse de salinité, mais on va faire monter finalement artificiellement donc notre magnésium. Ça, on sait que le sel sans sel remonte légèrement le magnésium. On va faire monter tous les autres macro-éléments de l'eau. Donc vous avez le soufre, le brome, le bore, Potassium. etc. Tous les constituants essentiels. Vous n'avez pas les oligo-éléments dedans. On va généralement jusqu'au strontium, mais on ne descend pas sur les éléments qui ont une concentration plus basse dans ce fameux sel sans sel. Donc on les fait monter finalement en même temps que la salinité, ce qui fait que quand on va rétablir notre salinité en enlevant de l'eau de mer, en remettant de l'eau douce, on va revenir à une composition normale, exactement la même qu'au départ, et conserver la fameuse balance ionique. Et Alex, une question. Quelle molécule dans le sel sans sel permet de remonter le sodium? Ah, bah oui, voilà. Alors, en effet, on a vu qu'on avait un déséquilibre. En fait, le Balling étant un composé le Balling, le sel sans sel étant sous forme de poudre, un composé soluble dans l'eau sous forme solide, c'est forcément à chaque fois une combinaison de deux éléments. Donc ça va être Mhm. exactement comme voilà, le chlorure de sodium, le chlorure de calcium, le chlorure de magnésium. Voilà, on a toujours une association de deux choses qui correspondent aux anions et aux cations une fois qu'ils sont dissous dans l'eau. On rentre dans des choses un peu pointues. Et en fait, il a trouvé une façon de formuler son produit sous forme de poudre qui inclut un petit peu de sodium associé à un autre élément dont on a besoin à côté. Et donc, il arrive à compenser également cette dérive du sodium Mais avec c'est ce quoi produit. l'autre élément? Alors l'autre élément, je ne sais pas, parce qu'on ne connaît pas la formule exacte de ce fameux sel sans sel, hein. Ça, il faut savoir que la seule personne, enfin la seule entreprise à la connaître, ça reste Tropic Marin, qui est le détenteur de ce secret-là. Tous les sels sans sel qu'on achète chez d'autres marques, ils ont repris le même principe, ils ont fait leur propre cuisine. À moins qu'ils l'achètent chez Tropic Marin, c'est pas Là, forcément la même il y formule. a Antoine Lacouture qui émet l'hypothèse de carbonate de sodium. Éventuellement, oui, bah, Oui, mais non, non, parce que le carbonate de ça c'est le sodium est dans la KH. solution KH. Il est Ouais, déjà, donc il Ouais. suffirait d'en mettre un peu plus, tu vois. Mais donc ouais, ça Oui, augmenterait par contre le KH de façon un petit peu ouais, déséquilibrée ouais, versus ouais, le calcium. ouais. Donc il y ça a bien une augmenterait un peu plus le molécule qui... KH. Ouais. Hein?
Voilà, ok. Ouais, malheureusement, j'ai pas ce Ou, secret-là, je l'ai pas. ou il surdose un petit peu le Mm, bicarbonate de sodium de façon à être à l'identique avec le chlorure. Et comme on mm, sait que les bicarbonates sont souvent un peu plus consommés que le calcium, l'un dans mm. l'autre, tu permets d'éviter tu permets de garder une stabilité. Je pense que C'est c'est ça en fait. possible. Ouais, ouais. Ou alors, où il est rajouté, voilà, sous une autre forme. Alors, il peut être aussi associé à un élément type, alors, je sais pas, vous avez par exemple les acétates, les gluconates, tous ces produits-là un peu de chimie organique, alors qui peuvent produire du KH de façon un peu indirecte, mais Style qui Voilà. peuvent être Olforif, quoi. utilisés pour remonter uniquement le sodium. Style Donc à mon avis, Style le c'est raj- Olforif. Le Olforif, le KH, il est sous forme organique, il est dissous petit à petit, Ouais. il On est va, on va lié. en parler juste Ouais, ouais, après de ouais, mais ça, il est lié à ça, donc peut-être que le Olforif, ouais. comment dire, pas une dérive, mais la suite du sel sans sel. Ah bah oui, de toute façon, c'est une évolution qui vient de là. Alors, reformulée chimiquement totalement différent, Voilà, voilà. mais voilà. C'est cette base que Balling a posée à un moment, cette correction du problème qu'on Ouais, avait, ouais, ouais, elle a fait prendre conscience du problème à tous les autres fabricants, alors qui exactement. aujourd'hui font ça de façon un peu différente, mais le Balling originel, ça reste la référence, Ouais, la façon de faire finalement. ouais, tout On à sait fait. aujourd'hui qu'il faut arriver à tout remonter, à tout combiner ensemble pour pas déséquilibrer l'eau. Et il y a plusieurs stratégies différentes pour le faire. D'accord. Voilà. Mais ça, après, c'est les petits secrets de chaque fabricant Voilà. de solutions de supplémentation qu'il faut donc arrêter d'appeler Balling dès qu'on est sur un produit où on rajoute du KH et du calcium. Le Balling, c'est vraiment ce qu'on vient de voir. C'est vraiment cette combinaison de trois composés. Ouais. ok. Voilà. Et donc, bah, si on parle un peu des solutions alternatives, des autres qu'on trouve dans le commerce, alors on voit beaucoup et il se redéveloppe beaucoup en plus ces derniers temps chez certains fabricants, le fameux Balling Light, alors qui est un abus de langage total, puisque le Balling Light, on a Marin qui l'utilise depuis pas mal d'années, on a deux, trois autres fabricants qui proposent ça sans le nommer de cette façon. On va pas reparler de Bolus, hein. Ouais, voilà. Non, 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 mais Alors, sans parler de bolus, par contre, je me permets là-dessus, Alexandre, c'est que Marin, eux, ils le disent clairement, c'est du chlorure de calcium et du bicarbonate, carbonate de sodium. Voilà. Mais c'est c'est vraiment ça. les deux composés. C'est qu'ils rajoutent pas le sel sans sel. Et Oui, tout à fait. aucun élément du sel sans sel ne Mm. serait remis dans ces deux solutions. Alors que, par exemple, Non, ATI, c'est différent puisqu'ils rajoutent du magnésium dans la solution calcium et ainsi de suite. Donc, ils oui, essaient comme c'est de se ça. rapprocher en deux composants, en quelque chose comme qui se Mm. rapproche du baline. Il y a comme une Ouais, ouais. différence donc, entre D'accord. Connemara, par exemple, et ATI sur le bicomposant. Exactement. Bah, c'est un peu la deuxième colonne. Voilà. Bon, Alors, enfin, en deuxième tout colonne, cas, c'est autre chose. C'est autre chose oui, dans la deuxième c'est autre colonne. chose, mais ouais, ouais. Alors, le Balling Light, voilà, on vient de l'expliquer. Donc, finalement, bah, on ignore l'invention de Balling. Alors, c'est vraiment un abus de langage, du coup, d'appeler ça Balling. Voilà, on remplace le sel sans sel uniquement par du magnésium. Donc, on fait le boulot de Balling, mais simplement sur le magnésium. On ne compense pas l'effondrement de tous les autres éléments. Et donc, ça suppose vraiment de vérifier la qualité de son eau, notamment aujourd'hui par test ICP, parce qu'on risque vraiment des dérives importantes. Elles arriveront de toute façon. Et on a vu dans la première partie que c'est sûrement pas les changements d'eau qui vont régler ce problème. En Il faut fait, juste les limiter un petit peu dans le temps. ce qui est génial, c'est que quand tu vends du Balling Light, là, je suis mauvaise foi, hein. Ok, vous n'en voulez pas, mais quand vous vendez du Balling Light, vous êtes sûr que vous allez devoir compenser par des bouteilles en plus à côté. C'est pas mal, hein? Exactement, Je c'est trouve que le ça, principe c'est marketing, il est inévitable. bon. Excusez-moi, je me tais. Voilà. Donc, on a une deuxième stratégie qui est apparue il y a quelque temps. Alors, c'était le premier produit d'ATI qui, en réalité, n'avait rien d'une invention parce que ça existait déjà chez d'autres fabricants, notamment chez Polyplab qui avait ce produit depuis quelques années. Donc, on utilise à la base, à la place des produits à base d'acétate. Alors là, on change totalement de composition, notamment l'acétate de calcium. Et on sait que cet acétate va être réutilisé par les bactéries et converti en KH. Et puis le calcium, lui, va être utilisé directement. Donc ça, c'est une façon de faire aussi qui est intéressante, qui fait appel quand même à la biologie du bac. Donc il faut quand même avoir les bactéries derrière
qui vont transformer cet acétate qui n'est pas du tout du KH à la base et qui vont le convertir en KH biodisponible, en simplifiant, hein. Et donc, il faut savoir quand même que ça a une action similaire à une source de carbone, donc des produits type NOPOX. Ou Euh, vodka. voilà, ou VSV, etc. Donc, on ajoute quand même voilà, une source de carbone dans le bac qui a pu poser des problèmes sur certains bacs, sur certaines catégories de coraux. Et c'est ce qui a amené ATI à proposer donc sa nouvelle formule, qui en effet est beaucoup plus proche du véritable baling. Finalement, ATI, ils ont réussi à prendre ce sel sans sel et à le rajouter un petit peu dans les deux autres bidons, donc dans le bidon de calcium et dans le bidon de KH. C'est pour ça qu'il est livré sous forme liquide, je pense, que ça doit être très compliqué à faire sous forme de Ouais. poudre. Et donc, Euh, voilà. Donc, là, le dernier excuse-moi, produit d'ATI, c'est du baling finalement en seulement deux bidons au lieu de trois. Alexandre, on prendra les questions après, on va faire quelques questions. Là, il y Ouais. a juste une question, si quelqu'un veut utiliser le Bailing originel, enfin vraiment le truc, KH, calcium, Mhm. sel sans sel, machin, quelle marque il doit prendre? Alors, vous pouvez prendre toutes les marques. Aujourd'hui, c'est un truc qui est un peu, D'accord. c'est un truc qui est devenu un peu open source, le baling finalement. Vous avez plein de gens qui en proposent. Le vrai, l'originel, c'est celui de Tropic Marin, qui est toujours en vente, hein, qu'on voit peu, mais qui existe toujours et qu'on peut arriver à trouver, dans lequel vous avez vraiment la vraie formule, du D'accord. début. Très bien. Après, très honnêtement, pour tous ces produits-là, on sait qu'ils sont à peu près tous de la même qualité chez tous les fabricants, parce que s'ils étaient en qualité inférieure, vous le voyez directement, hein, pour avoir déjà essayé de dissoudre du chlorure de calcium qui n'est pas de qualité pharma, vous vous retrouvez avec une solution jaune. Qui vire rapidement au marron au bout d'une semaine environ avec un gros dépôt au fond. Donc, si c'est une qualité inférieure, vous le verrez directement et vous oserez de toute façon pas le mettre dans votre bac même juste après l'avoir dissous. Et une qualité supérieure, c'est pas possible non plus, parce que au-delà, on est sur tout ce qui est produit de qualité Reagent, on appelle ça, pour Qui la coûte une blinde, microbiologie et les analyses. Et en termes de prix, c'est les impossible, prix ouais. au kilo explosent. On est sur des produits qui vont être 10 fois, 100 fois plus chers. Donc, bah, si vous voyez un fabricant qui vous vend le Produit de qualité calcium à supérieure, 150 euros du kilo, oui, ça peut être de la qualité supérieure. S'il est à 20 euros du kilo, c'est la même chose que celui qui vend à 10. Voilà, très clairement, vous avez des petites variations, bien sûr, d'un fabricant à un autre, mais grosso modo, tous ces produits sont utilisables en aquarium sans aucun problème. Leur très légère différence de pureté aura aucun impact. Cette qualité pharma, il faut rappeler que c'est quand même la qualité de matière première qui est vendue au labo pharmaceutique pour faire les médicaments. Donc on est déjà sur des exigences qui sont quand même très très élevées et sur des produits qui sont ultra contrôlés. Voilà. merci pour cette précision. Très bien. On passe à la suite. Allez, come on, Ah boy. ben, on conclut. Voilà, on arrive à la fin de cette partie-là. Donc, on a vu, donc voilà, la véritable méthode Balling, ça reste la plus précise, la plus équilibrée quand on a besoin de remonter son KH et son calcium, chose que à peu près tout le monde a besoin de faire dans son aquarium. Alors, vous avez des petites variantes, mais ça reste quand même la solution a priori la plus fiable et la plus nette qu'on ait inventée jusque-là. Donc, on parlait de base scientifique, voilà, solide, logique. Ben, c'est exactement ce que je viens de vous montrer, voilà, en graphique. C'est rien d'autre que ça finalement le balling. Et si vous sortez de cette méthode-là, eh ben, il va falloir surveiller donc la qualité de votre eau et notamment la chute éventuelle d'autres éléments à côté. Des éléments auxquels on s'intéresse en plus pas toujours, hein, comme le soufre, le potassium, les gens le regardent maintenant un peu plus avec les Ah ouais, ICP, ah mais ouais, pendant très longtemps, on ne le regardait pas. ouais. Voilà, donc il faut faire attention dès qu'on a Très important le notre potassium. méthode. Voilà. Et donc les effets secondaires, là, je pense plus aux produits en base organique. Voilà, dès qu'on va stimuler un petit peu l'activité bactérienne, il y a des bacs sur lesquels ça va marcher, d'autres bacs sur lesquels ça va poser problème. Et surtout, je vois des fois des gens qui changent de baling tous les mois. Quand on utilise ce genre de produit et qu'on booste un peu les bactéries avec du carbone, il faut surtout pas arrêter ça d'un coup.
ça peut avoir des effets assez Dévastateur. conséquents sur le bac. Et il faut sevrer son bac quand on ajoute du carbone. Donc, il faut réduire tout doucement, puis repasser sur une autre méthode. De la même Voire manière, faire un peu les deux en même temps pendant un temps. il y a beaucoup de gens qui ont oublié, mais il faut vraiment pas commencer les ajouts de carbone, que ce soit biopellet, vodka, enfin ce que vous voulez, quand vous avez des taux de nitrate et de phosphate au plafond. Mm. Surtout pas, parce que vous risquez le bloom bactérien et le crash direct. Il Exactement. faut Bah, et vraiment, typiquement, il faut ouais. vraiment baisser Mm. les taux de nutriments à des réseaux un petit peu, à des niveaux À des un peu niveaux plus corrects. raisonnables avant de commencer l'ajout de carbone. Ouais. Bah, si vous utilisez des produits à base d'acétate, en plus, vous pouvez être amené à le faire parce que vous achetez ces produits, ils sont vendus pour remonter votre KH et votre calcium. Alors, on parle peut-être aujourd'hui un peu plus de cet effet sur les bactéries, mais au début, ils n'en parlaient pas du tout. Si vous commencez à mettre ça sur un bac qui consomme beaucoup et qui a des taux de nutriments qui sont super élevés, parce qu'il y en a, et qui vont très bien, vous risquez d'avoir un gros boom bactérien sur le bac et de flinguer votre bac, quoi. Donc Très un bloom clairement. bactérien, eau trouble et pH qui chute. C'est ça. Grosse chute du pH, donc Grosse chute du pH et eau qui devient laiteuse. Donc si à c'est un moment ça. votre eau est laiteuse, vous dites merde, pourquoi mon eau est laiteuse? Contrôlez tout de suite votre pH pour éliminer le bloom et éventuellement voir si c'est pas une précipitation. Ouais. Enfin, la seule chose à faire dans ce cas, ouais, de toute façon, c'est ouais, bien, on le dit souvent, hein, bien brasser l'eau, bien oxygéner l'eau, parce que cette baisse du pH, en fait, elle correspond à un effondrement du taux d'oxygène dans l'eau. Et s'il n'y a plus d'oxygène, bah, il n'y a plus de vie. Donc, vous avez vos poissons qui se mettent À à aller à la piper. surface, à ouvrir grand la bouche parce qu'ils n'arrivent plus à respirer. Les coraux, pareil. Voilà. Enfin, ça, c'est vraiment un coup à cracher son Et bac, donc ne quoi. vous précipitez pas sur Facebook pour poster, mais faites plutôt un bon brassage, une bonne oxygénation. C'est ça. À faire en premier. Voilà. Très bien. Voilà, on va arriver à la troisième partie. On fait une petite séance questions. Allez. On en a? Ouais, oui, il y en a, il y en a. Alors, attends. Euh, Donc le véritable Belling, tu as répondu, hein, tropique marin, machin. Le vrai, c'est le tropique marin. Ouais. Ouais. Après, voilà. Moi, Est-ce j'utilise que... Zoanthus depuis très Ouais, longtemps. Vous ouais. avez Yannick qui est un grand fan aussi de Zoanthus. Le Jedi, il prend souvent Euh, en plus. Ouais. ouais, ouais. Euh, Le Neo 3 Plus marche très bien ouais, aussi. bah, de toute façon, Tridacna c'est aussi. toujours les Voilà. mêmes produits de toute manière. Donc maintenant, où vous voulez les payer cher, ou vous voulez pas les payer cher, mais c'est toujours la même chose. Donc Voilà. La seule petite différence, voilà, ça va être sur le sel sans sel. voilà. Tridacna, par exemple, moi, j'ai arrêté parce que son sel sans sel avait du mal à se dissoudre. Donc voilà, je l'ai utilisé pendant très très longtemps comme ça. Je mettais, alors lui en plus prépare les sachets prédosés, ce qui est assez pratique. Vous n'avez pas besoin de vous embêter avec une balance et je pense qu'en plus, lui étant dans le métier depuis de nombreuses décennies, les sachets sont très précisément dosés, donc c'est bien. Par contre, quand on prépare la solution de sel sans sel, notamment sur le triple concentration, on a toujours de la poudre qu'on n'arrive pas à dissoudre. Ouais. Après, en pratique, on enlève cette poudre, on récupère uniquement l'eau et ça se passe très bien. Là, il y avait une question, là, on va avancer. Un changement d'eau avec du sel enrichi pourrait correspondre à un Belling. Non, pas trop, non. Je pense pas. Non, pas du tout. Alors ça, pareil, changement, c'est un autre sujet, mais dans tous les cas, enfin, après avoir creusé le sujet pendant très longtemps, pour moi, le sel enrichi, c'est uniquement une façon d'avoir de la cyano dans son bac. Ouais. On ajoute un sel qui est ultra chargé en éléments bien au-delà de l'eau de mer normale. Alors oui, ça peut tirer certaines valeurs vers le haut, mais ça va faire un Ouais. énorme yo-yo au moment où on va faire le changement d'eau. Donc c'est encore plus violent pour les organismes. Et vraiment, bien souvent, moi je l'ai expérimenté aussi, hein. Un jour, vous allez à la boutique du coin, vous avez plus de sel, vous achetez du Riff Crystal de chez... euh, Exactement, moi, c'est le fait que j'ai testé en enrichi et effectivement, c'est souvent eu des problèmes de stéréo quand j'utilisais. Je sais pas ce qui ouais, se passe c'est avec ça. ton micro, mais alors là, tu m'as explosé les oreilles, Xavier. Ouais. Ah, ben, j'ai pris mes écouteurs, donc, Voilà, Ok. tu m'as pété les oreilles, là. Mais, c'est Euh, grave. le là, sel enrichi, moi, à mon sens, ouais, ouais. je sais pas trop à Ouais. quoi ça sert. Et vous regardez d'ailleurs, chez de plus en plus de fabricants, vous avez plus qu'un seul sel, qui est un sel normal, aux taux normaux qu'on a Ouais. dans l'eau de Et mer, là, il y a parce Ludo que qui ça pose dit des problèmes. du coup, le sel sans sel est quasi obligatoire en Belling. Bah, Ouais. Ah oui. Ah, il est ah oui, il obligatoire. est obligatoire. Ouais. Voilà.
Bah, c'est soit ça, soit vous vous amusez à faire des tests ICP et à vraiment tout regarder, à tout compenser. Mais vous trouverez pas beaucoup de fabricants qui Ouais. proposent des produits Là, il y pour a Christophe qui compenser dit, le flux, notamment. est-ce qu'avoir un cache qui fait le yo-yo, c'est normal et inquiétant? C'est pas normal, c'est pas inquiétant, faut juste que tu doses bien ta supplémentation. Oui, c'est ça. Donc tu mesures ton KH tous les jours, tu vois de combien il baisse et tu adaptes ta supplémentation pour qu'il reste au même niveau. Ouais, ça, le Et KH, ouais, c'est vraiment s'il y a un seul D'ailleurs, paramètre qu'il faut maintenir stable, c'est le KH. Guillaume En de choisir un. Marinôme, sur un des derniers entretiens qu'on avait fait, il disait qu'il mesurait 20 fois par jour son KH, quoi. Il est obsédé par le KH. Mhm. Donc Ouais, le KH, c'est l'élément le plus important à mesurer. S'il y a un test C'est à faire clair. tous les jours, c'est le KH. ouais, ouais. Et d'où l'intérêt croissant et qui a un bon intérêt pour les machines qui testent le KH automatiquement. Ça, clairement, c'est une petite révolution quelque part parce que c'est le paramètre le plus important et le tester de façon automatisée, c'est justifié. Parce que sur un bac, très important, où vous avez une consommation. Moi, je sais que sur mon ancien bac, je suis monté à plus de 3 KH par jour. Vous n'avez pas intérêt à avoir une pompe doseuse qui marche plus ou un tuyau qui se déconnecte à un endroit, même pendant une journée. Ouais. Parce que immédiatement, vous passez en zone rouge et c'est Là, violent. il y a Guillaume Lage qui dit l'ARM sans sel, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup mieux. Ouais, ah bah ça, oui, on n'est Ouais, pas là-dedans ce soir. Ouais, ouais. c'est les fans du rack. Euh, On aurait pu faire un autre sujet là-dessus, mais c'est vrai que 2025, le rack 2025, pose d'autres problèmes. Hmm. 2025, on refait. C'est ça, Euh, 2025. Ludo qui disait donc si on met du sel sans sel, c'est pas la peine de faire d'ajout de magnésium. Bah, faut quand même le tester, voir où il en est en magnésium. Mais bon, Ouais. Mais voilà. généralement, c'est bon. Voilà. Généralement, c'est bon. Ouais, en général, on a un magnésium qui se maintient. Le magnésium, il faut savoir qu'il est peu consommé par les coraux. On en trouve peu dans le squelette corallien, il y en a un petit peu, alors qui s'accumule certainement au passage avec le calcium, pas de façon vraiment volontaire et voulue. Après, il y a d'autres organismes comme la coralline, par exemple, qui est un gros Ouais. consommateur de Ouais. magnésium. Il y a Denis qui demande est-ce qu'il y a une doc de référence pour réaliser les solutions Belling soi-même? Bah ça, tu verras directement avec Alex, hein. Ouais, non, il n'y a Alors, pas il y a quand de... même, il y a le site Capricifal avec les articles de Régis Doutre, hein, où il a quand même, il y a une base d'informations qui est intéressante, Ouais, bah Ouais, il doit les connaître, Denis, hein, j'imagine. j'imagine. normalement. Normalement, ouais. Ou alors Non, il a. après, alors pour les faire vraiment en pratique, c'est-à-dire en achetant des produits chimiques chez votre pharmacien du coin de la rue, qui va être un peu étonné, mais normalement il peut vous les vendre. C'est quelque chose qui se pratique encore pas mal aux États-Unis notamment. Et si vous fouillez un peu sur les forums comme Rift to Rift et Rift Central, vous trouverez des gens qui se sont posé la question et qui ont fait des essais, qui ont réussi à trouver des formulations et qui ont même trouvé des façons de faire eux-mêmes leur sel récifal. Voilà, entièrement avec des produits achetés. Alors là-bas, on trouve ça chez Walmart, chose qui n'existe pas du tout chez nous. Chez nous, ce sera Oh, chez bah, le ici, pharmacien. je pense que chez les Mais sites c'est de possible. fournisseurs de chimie, de choses comme ça doit se trouver, hein. Oui, il y en a. Alors après, le seul souci que vous allez avoir, c'est qu'il y a certains produits en tant que particulier que vous ne pourrez pas acheter. Bon, peut-être pas chez le roi Merlin, mais bon. Non, non, il y a certains produits, alors souvent parce qu'ils sont soit des précurseurs d'explosifs, soit parce qu'ils sont des précurseurs de produits stupéfiants, alors que vous pouvez acheter, mais grosso modo, votre pharmacien est obligé d'appeler les gendarmes au moment où il les vend pour le déclarer. Donc la plupart des pharmaciens vous diront que vous ne pouvez pas l'acheter. Ok. Voilà. Certains sont totalement interdits et même au niveau Ouais, du entreprise. nitrate, notamment, je sais plus lequel, là, non? Mais, Ah bah, le fameux produit qui a explosé notamment à Beyrouth, celui-là, vous ne pourrez pas l'acheter chez le pharmacien, très clairement. Voilà, parce que c'est un explosif. Ouais. Voilà. Et vous en Allez. avez d'autres, ouais, tout ce qui est à base de nitrate, souvent c'est réglementé, voilà. Donc ça peut un peu compliquer les choses. Très bien. Il y a Guillaume Lage qui dit sur Rift to Rift, Randy Holmes a mis des articles sur ce sujet. Ouais. J'essaye de l'avoir, Randy Holmes. On me demande toujours, putain, quand est-ce que tu fais Randy Holmes? C'est compliqué. C'est compliqué.
Un jour, peut-être. Faut arriver Un à se jour, décider. j'essaierai de l'avoir en 2025, 2026, je sais pas. Si je suis encore Très vivant, bien. peut-être. Allez, on continue. Allez, on poursuit. Donc, on a regardé le cash, le calcium, les deux plus importants, les deux qu'on regarde depuis très longtemps. On va s'intéresser un petit peu aux autres éléments de l'eau. Hop, alors voilà, tiens, première règle de survie en aquarium récifal. Ça, c'est certainement un des premiers trucs, moi, qu'on m'a dit quand j'ai commencé. J'espère qu'on vous a dit la même chose au début. On ne dose dans son aquarium que ce que l'on peut mesurer. On ne dose jamais de choses à l'aveugle sans savoir où on va, d'où on vient, etc. Donc ultra important. C'est vraiment la base de la base. Et donc, la base, c'est aussi de faire ces tests régulièrement. Ça, c'est un peu embêtant, mais on n'y échappe pas. Donc pendant très longtemps, alors, je vous ai mis l'exemple des salifères parce que c'est ceux qui sont là depuis toujours et ça reste la référence. Mais grosso modo, les tests se limitaient aux éléments que je vous ai mis sur la gauche. Donc pH, bon, ça n'a jamais été idéal avec du test-goutte, mais on l'avait quand même et on s'en servait. KH, calcium, magnésium, nitrate, phosphate, ça fonctionne toujours. Phosphate, aujourd'hui, on a plutôt basculé sur les photomètres qui sont beaucoup plus précis, mais il faut pas oublier que pendant longtemps, ben, on n'avait que le salifère hein, pour le phosphate aussi. Donc il fallait qu'il soit absolument transparent, sinon c'était Ouais, pas le salifère, s'il y a le moins de début de bleu, vous avez trop de phosphate. C'est ça. Voilà. Voilà. Et C'est on pas en la avait peine de chercher quelques-uns. la couleur, de regarder. Si c'est bleu, c'est mort. Ah, s'il y a une touche de bleu, une faible nuance, c'est déjà qu'on est trop haut. Ouais. Exactement. Voilà. Et donc, voilà, on en avait deux, trois autres, alors que Salifer, notamment, avait sorti. Ils les ont toujours, hein, potassium, bore, strontium, iode, etc. Vous avez des trucs voilà, que personne n'utilise. On se demande d'ailleurs pourquoi ils existent toujours, mais ils sont là. Bah, le potassium, moi je l'ai acheté récemment parce que j'avais fait, bah, je vous en avais parlé hein, à l'époque, j'avais fait exceptionnellement un ICP à la rentrée et bon, potassium était dans les choux, donc j'ai Ouais, rajouté du potassium et pour valider, j'ai acheté un test salifère potassium. ouais. Il est lisible, ce Oui, test? oui, oui, Ouais. oui, Ok. oui. Ouais. Sur cela, voilà, on s'est longtemps posé la question de savoir s'ils étaient fiables, pas fiables. Certains ont vu que ça corroborait, d'autres beaucoup moins. Voilà, on sait pas trop, puis ils sont peu utilisés, donc finalement Pour on a peu l'iode, il y a un de- checker, mais je sais plus s'il est ouais. dans la bonne marge de mesure, je sais Mm. plus. Bah, même les checkers pour ces éléments, finalement, on voit qu'il y a peu de gens qui les Ouais, ouais, utilisent. ouais, oui, oui. Donc bon, on sait pas trop quoi, finalement. Voilà. Et donc, ce qu'elle est avec pour les autres C'est bon éléments. ça. On était du coup dans la même chose. Donc tout ce qui était un peu à côté, tout ce qui était oligo-éléments, éléments majeurs autres qu'on ne pouvait pas mesurer, donc notamment le potassium, le strontium, l'iode, on ajoutait ça avec ces produits-là. Donc on était très souvent sur des solutions un peu en cocktail d'oligo, toujours en trois bouteilles, parce qu'on ne peut pas tous les mélanger ensemble. Donc j'ai essayé de mettre un peu tout le monde hein, pour pas faire de jaloux. On avait des solutions donc, T'as pas mis qui se rajoutent Grotech. toujours dans le balling. On avait des solutions à côté aussi. Vous avez les Color Elements de Fauna, ce sont des produits qui sont faits pour être ajoutés à côté en se basant sur la coloration des coraux. Ça, je sais que Guillaume les a testés un petit peu chez Et lui avec les succès, produits, mais il y a les produits Grotech aussi qui Oui. sont encore utilisés par pas mal de gens, notamment Franck d'Ersion, je crois. Il les ouais. utilise, il est assez content, hein, Mhm. Ouais, ouais. Ben, alors, ça C'est le débat. fonctionne, ça ajoute des hein. oligo-éléments, mais vous avez donc une recette qui a été définie. En réalité, on ne sait pas trop comment, mais on suppose que c'est sur des tests qui ont été effectués sur des bacs, donc à l'époque en laboratoire, avec de gros moyens financiers, pour arriver à déterminer à peu près ce qu'on consommait et ce qu'il fallait rajouter. Ou alors peut-être de façon théorique, hein, avec des analyses du squelette corallien. Voilà, on ne sait pas trop. On sait qu'ils sont pas tous composés exactement de la même façon. Ce qu'on sait par contre, c'est que vous avez une chance sur 1 million pour que cette composition
correspondent exactement à ce que votre bac consomme. C'est que très généralement, avec ces solutions, dans 99,99% des cas, vous les utilisez aujourd'hui, vous faites des tests ICP pour regarder ce qui se passe. Vous allez avoir des éléments qui resteront en carence parce que le produit suffit pas à les compenser. Vous pouvez avoir des éléments qui vont exploser en taux parce que vous les consommez pas et le produit en rajoute. Donc voilà, et ce sera différent d'un bac à un autre. Parce que la consommation entre un acropora et n'importe quel autre corail sera jamais la même. Même entre deux acroporas, ce sera pas forcément exactement la même. Et on n'a pas de données pour ça. Et la quantité d'algues qui peut varier d'un bac à un autre en Voilà. proportion, et Mm. bactériens, et ainsi de Ah suite. ben Et c'est ça, ouais. quelle est la nourriture que tu rajoutes? Cette nourriture, qu'est-ce qu'elle a en fait en termes d'oligoéléments? Parce que toute nourriture en a un petit peu. Enfin, c'est Exactement. impossible. C'est Hein. ça. Et comme personne, enfin voilà, on le dit souvent, hein, chaque bac est différent, bah, c'est aussi tous ces éléments-là. C'est on rajoute, personne ne rajoute exactement la même chose dans les mêmes quantités, personne n'a les mêmes poissons, personne n'a les mêmes coraux, donc vous n'avez pas deux bacs Et dans puis lesquels la personne n'a le consommation même œil. d'oligo est la même. Personne n'a le même œil aussi pour regarder ses coraux. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors Guillaume a eu de bons résultats avec les Color Elements, mais tout le monde n'a pas l'œil de Guillaume quand il regarde ses coraux. Il y a ça Ouais. aussi qui joue forcément. Là, il L'œil, faut avoir du nez quand on utilise ces produits-là. c'est un des trucs les plus difficiles à acquérir, moi je trouve. Ouais. Ah bah, il faut passer ses journées à regarder des Avoir coraux. l'œil pour vraiment voir pourquoi truc machin, c'est plus. Donc moi Ouais. avec l'âge je vois plus rien, donc c'est vous imaginez. Voilà, donc voilà ce qu'on avait, ce qu'on a toujours d'ailleurs, hein, ça existe toujours. Hop. Donc on l'a dit, hein, voilà, chaque aquarium a une conso différente, donc bah, ces produits ils collent jamais vraiment. Généralement, les fabricants, pour pas que vous vous retrouviez pour pas se retrouver avec un scandale de nécrose de coraux dans des centaines de bacs, bah, vont avoir tendance à sous-doser ces produits pour pas prendre trop de risques et que vous vous retrouviez pas avec des excès énormes dans votre aquarium. On a eu ce problème notamment à une époque avec un produit d'Aquamédic dont j'ai perdu le nom, mais qui est resté sur les étagères de certains magasins en contre-exemple. Je sais qu'il y en a un paquet, notamment chez Récifatome, qui traîne dans un coin. J'ai perdu le nom de ce produit, mais qui était sorti à l'époque comme une révolution et qui a fait des catastrophes sur les bacs, notamment parce qu'il a été mal Ah utilisé, oui, oui, je m'en mal rappelle, je compris. m'en rappelle, ouais. J'ai perdu le nom, mais Ouais. voilà. Je Et m'en à souviens partir pas. de ce jour-là, pendant très très longtemps, notamment sur beaucoup de groupes Facebook, les gens se sont mis à dire, ouh là là, surtout n'ajoutez jamais d'oligo dans vos ballings. Ils n'avaient pas tout à fait tort, ils n'avaient pas tout à fait raison non plus, mais voilà, c'était suite à ce traumatisme et à ce loupé sur ce produit qui était sorti à l'époque. Voilà. C'était pas Et la alors, première. certes, C'était pas la première. Non, 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 j'ai dit des conneries. Non, non, j'ai perdu le nom, ouais. Puis alors, j'avais- on aura du mal à le retrouver. Je crois que même sur le site d'Aquamédic, le il a été tricomplexe d'après passé. Patrick Mina. Tricomplexe, oui, c'est ça. Voilà. Ouais, ouais, c'était ça. Voilà. Et donc, bah, le problème, voilà, je parlais des produits faiblement dosés. Vous avez toujours quelques malins qui vont se dire, bah, du coup, puisque je suis en carence, je vais en mettre un peu plus. Et là, ben, on risque, à l'inverse, de gros excès sur certains éléments. C'est-à-dire qu'en voulant remonter les éléments d'un côté, vous allez en avoir d'autres qui, eux, vont exploser. Enfin, c'est le problème éternel de ces mélanges de produits, c'est que ça correspond jamais parfaitement à votre aquarium. Et C'est puis, basé sur des moyennes. si vous avez un moment re-regardé les trucs qu'on avait fait avec Alain Torté, il faut savoir que pour qu'un oligo soit consommé de façon efficiente par un corail, il faut qu'il y ait la présence d'un autre oligo. Tout est lié, quoi. Mm. S'il en manque un, l'autre va pas être consommé comme il faut, il va pas se lier comme il faut. Enfin bon, c'est euh, c'est Ah une ouais, mécanique complexe, nous c'est allons ça. dire. Ah, je suis en Tout forme, à moi, fait. tiens. Et donc la révolution de 2012, donc on était là encore à l'époque des tests salifères, donc c'est l'introduction du test ICP par Triton. Il faut rappeler que c'est quand même eux qui ont lancé ça. Et il nous met un test fauna marin. Et je vous mets un test fauna marin parce qu'il ne faut pas faire de C'est de jaloux. la provoque, là. Pardon.
Moi, c'est ce que j'utilise. Bon, Mais alors, c'est pas Triton qui a inventé l'ICP, bien sûr, hein. L'ICP, c'est une machine de labo qui existe depuis un certain temps maintenant. Mais ça a été les premiers à avoir l'idée d'utiliser ça pour analyser l'eau de mer et surtout à trouver un moyen de le faire de façon économique, parce que vous allez voir le labo du coin qui fait de l'ICP, il va vous annoncer que ben, c'est 50 € le paramètre, le test de votre eau de mer. Donc ça a été, on le dit rarement, mais en fait c'est surtout ça l'énorme tour de force de Triton, c'est d'avoir réussi à tester à l'eau de mer démocratiser en l'ICP. un seul passage dans la machine pour tester tous les éléments en même temps. Hmm. Voilà. Donc chose qui a été repris derrière par ATI, Fauna Marin, Aquaforest et j'en passe. On en a Océamo, de plus en je sais pas plus. quoi. Voilà. Même Reef Factory fait ça maintenant, Ouais. je crois. Enfin voilà, tout le monde en fait. Voilà. Et donc, bah, la révolution du test ICP, c'est que maintenant, bah, on peut tout mesurer. Tout ce qu'avant on supposait, ou on pensait régler avec des changements d'eau, alors qu'on a vu que ça fonctionnait pas, maintenant on peut le voir et le mesurer. Ça, on en parlait avec Xavier quand on parcourait la diapo. Petit warning quand même sur les tests ICP. Donc, on a dit que voilà, c'était un tour de force d'arriver à les faire à ce prix-là et d'arriver à tout tester en même temps. Ouais. On est quand D'ailleurs, même. attends Alex, d'ailleurs, sur Ouais. le récif, on lance une souscription parce que la machine à ICP coûte Ah 50 000, oui, elle coûte 50 000 $. D'occasion. Alexandre en a trouvé une, Elle coûte 50 000 balles. 50 000 $ d'occasion. Donc on s'est dit, si on fait une cagnotte, si chaque membre, on est 4 000 membres, si chaque membre file 10 balles, 10 balles. 12 balles 50. on a une machine ICP pour le récif. Voilà. Voilà. Donc, Et puis comme tu t'ennuies, Eric, tu la feras en fait fonctionner jour et nuit pour les ouais, 4000 membres du récif. je vais dire à mon épouse que je mets une machine ICP dans le séjour et je pars habiter à la cave. Ouais. Non, mais Voilà. tu oublies que Yannick a gentiment proposé de l'accueillir dans son garage Ah et de oui. le Ah brancher oui, c'est vrai, directement c'est sur vrai, son c'est vrai, ça. aquarium. On la mettra chez Voilà. Yannick. L'ICP du Jedi, ça serait pas mal ça. C'est ça, voilà. Donc ouais, petit warning quand même par rapport au test ICP, parce qu'on se retrouve donc avec un papier de labo très très sérieux, avec des chiffres et des courbes de partout. On a tendance à prendre ça pour une vérité absolue. Euh, Quand même quelques précautions. Chaque laboratoire a un peu ses petits biais de mesure. On sait qu'il y a des labos chez qui on a toujours un peu de silicate ou chez qui on a toujours des taux d'iode un peu faibles. Voilà, il y a des petits biais qui sont liés. Alors, je suis pas un spécialiste de la machine, hein, c'est une machine très complexe, mais on sait qu'on a ces petits biais de mesure. Donc, un bon conseil quand on commence à faire des ICP, c'est de les faire toujours dans le même labo pour que vous ayez toujours ces mêmes biais, finalement, que ce soit toujours mesuré exactement de la même façon. Et ce qui est surtout intéressant à l'ICP, alors ça va être bien sûr de détecter des gros écarts, mais ça va être surtout de voir l'évolution de vos paramètres. Donc si vous testez toujours, enfin si vous changez de labo à chaque fois, vous pouvez croire que votre bac a d'énormes variations, parce qu'en fait vous avez tous les petits biais de mesure de chaque labo qui vont s'interchoquer entre eux, et donc vous allez avoir l'impression d'avoir quelque chose qui n'est pas stable du tout. Ouais. Euh, Alex, est-ce que tu sais pourquoi les valeurs cibles sont différentes d'un labo à l'autre? ah bah ça, les valeurs cibles, c'est eux qui les ont choisies, hein. Ça, c'est totalement arbitraire. Ouais, C'est mais quelqu'un je a veux dire, décidé au labo euh, que la valeur cible, c'était tant. Donc, mais c'est temps, mais ils déterminent la valeur cible en fonction des connaissances biologiques, de la condition de l'eau de mer ou en fonction de quoi? alors, je pense que c'est basé au départ sur la composition de l'eau de mer naturelle. Après, vous allez notamment chez Fauna. Ça, je pense que c'est les habitudes de Claude. Vous remarquerez que les valeurs cibles sont un peu plus hautes que chez les autres. Parce que je pense que eux, dans leur ferme, hein, tout bêtement, c'est les valeurs qu'ils conservent parce qu'ils ont dû remarquer que c'était mieux de les mettre un peu plus hautes sur tel ou tel élément. Voilà. Chez Fauna, je pense que chaque batterie passe au test ICP tous les jours. Donc, ils ont un suivi qui est incroyable, qui est inaccessible pour nous, Sauf quand on aura la particuliers, machine. sauf quand on aura la machine chez Yannick. Mais voilà, donc eux peuvent faire des tests, se dire, ah, attendez, le cobalt aujourd'hui, pendant 2 semaines sur telle batterie-là, on va essayer de le faire monter de 2 microgrammes par litre pour voir ce que ça fait sur les coraux.
eux peuvent le faire et avoir une batterie de comparaison juste en face avec le même corail pour voir la différence. Donc je pense que ces valeurs cibles qui peuvent varier un petit peu, voilà, c'est ce genre d'expérimentations qui ont été faites chez eux. Ok. Voilà, c'est de Là, l'observation, ça peut être de là- l'arbitraire, ouais. on ne sait pas trop en fait comment ça Là, a il y a été. Guillaume Lage qui dit que les valeurs cibles varient, même chez le même prestataire, en fonction de la salinité. Alors Ah, mais ça ça, c'est oui, normal. après, ouais, Mais ça ça, c'est après, normal, c'est proportionnel, Mais non, mais en je le fait. sais, mais je fais que dire ce qu'il dit, ça va. Ouais. Oh. oui, oui. Pardon, Eric, je t'engueule. Ouais, ouais, en effet. Bah, oui, parce que ce qui est important, c'est toujours cette fameuse balance ionique, en fait. Donc, pour aider à l'analyse, ils nous font cette proportion, c'est-à-dire qu'ils vont se baser, je crois que c'est le taux de sodium qu'ils testent, ils calculent l'écart avec la valeur idéale, ça va donner un pourcentage, en fait, de correction, et ce pourcentage de correction, ils l'appliquent sur toutes les autres valeurs recommandées en dessous, pour vous recommander quelque chose qui soit équilibré. Voilà. Si vous avez un taux de sodium qui est parfaitement stable, vous aurez toujours les mêmes recommandations. Ouais. Voilà. Alors, deuxième chose, oui. Ouais, bah, justement, on parlait des valeurs cibles. Faut bien se rendre compte aussi qu'on est sur des machines qui ont une marge d'erreur. Sur le test idéal, de toute façon, il n'existe pas. Il est limité aux capacités de la machine. Donc, on a une marge d'erreur sur absolument tous les paramètres. En fait, il faut considérer que les tests, que ce soit des ICP ou des tests faits à la maison, c'est la valeur à un moment T. À un moment, c'est Mm. maintenant. Ce qui est important de voir, c'est l'évolution des valeurs. C'est pas la valeur à Oui. l'instant T. Et puis Euh, même la valeur à l'instant T, on sait qu'elle n'est pas forcément parfaitement voilà. exacte. Mais ce qui est important, Voilà. c'est aussi l'évolution de. C'est ça. Ah oui, oui, bah, c'est pour ça qu'on conseille de tester toujours dans le même labo. Exactement. Donc, en tout cas, voilà, si on commence à utiliser les ICP pour viser des valeurs, notamment sur des éléments un peu sensibles, c'est recommandé quand même de viser des valeurs légèrement basses. Pas aller chatouiller la plage haute pour tester. Alors attends, si je monte mon chrome vraiment au taux maximum, est-ce que ça va améliorer ma coloration? C'est Romain, Ouais. Romain Michel, notre ami marseillais, qui Mm. fait aussi une maintenance à base d'ICP, d'ajouts ciblés et compagnie. Il rajoute des oligo-éléments et des trucs, mais il se démerde toujours sur pas mal d'oligos pour être indétectable aux ICP. Ouais. C'est-à-dire, il veut pas dépasser le niveau indétectable. C'est ça. Ouais, indétectable, ça veut dire que la machine n'a pas réussi à le détecter. Ça ne veut pas forcément Mais, dire mais qu'on n'en a ceci pas dit, du tout. Alex, quand tu vois la composition de l'eau de mer et les oligos, Mm. tu as X0 avant le chiffre, hein. Ah oui, ah bah, de toute façon, on parle en microgrammes par litre, hein. On Voilà. n'est même Donc, plus en milligrammes, donc on est sur des valeurs super faibles. C'est un exactement. exploit d'arriver à mesurer ça, hein, de toute façon. Donc il faut comprendre Microgramme, que c'est un millionième de gramme? un microgramme, un milligramme, c'est un Mille fois millième mille, de gramme, donc un microgramme, c'est un millionième de gramme, ouais. c'est ça, hein? Donc, Ouais. C'est ça veut dire vraiment 5, pas gros. 6 zéros après la virgule. 5 zéros après la virgule. 5 zéros et un chiffre. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez la valeur que ça donne, hein. C'est tout, tout petit, ouais. Voilà. Et Alors, cette petite valeur, elle a beaucoup d'importance pour vos coraux. c'est ça. Malgré ces valeurs très faibles, on sait que, voilà, beaucoup d'oligos, ceux qui sont testés notamment, parce qu'en fait, vous en avez plein d'autres, hein. Il y a plein de choses qui apparaissent pas sur ces tests. Je me souviens plus du nombre d'éléments qu'on trouve en tout dans l'eau de mer naturelle quand on a l'analyse complètement. Mais c'est affolant. Il y en a qui sont encore pas testés parce qu'ils nous intéressent pas ou parce que les concentrations sont encore beaucoup plus faibles que ça. Ouais. Voilà. Alors après, justement, donc on a vu, il y a eu pas mal d'annonces même cette semaine ou la semaine dernière. On a une nouvelle forme d'ICP qui s'appelle le MS, qui est une technologie un petit peu différente de l'ICP OES, alors, qui était déjà lancée par Océamo, qui vient d'arriver chez ATI, qui arrive bientôt chez Fauna Marin. On a vu quelques photos de la machine en teasing cette semaine par Claude qui est en train de la faire étalonner. Euh, on pense que c'est quelque chose qui va se généraliser dans tous les labos, très certainement remplacer complètement l'OES à un moment, où l'OES deviendra, disons, la version un peu cheap pour faire des tests vraiment à coût réduit. Le gros avantage du MS, c'est qu'il est encore plus précis. Donc, il réduit encore plus les plages Ben, d'erreur et il donne normalement des valeurs qui sont beaucoup plus Yannick en a fiables. fait un il n'y a pas longtemps de MS, Ouais, me c'est ça. semble-t-il.
Donc, on devrait normalement, en théorie, en envoyant trois prélèvements faits au même moment aux trois labos qui auront la machine MS, trouver des écarts beaucoup moins importants entre les différents tests. On n'a pas encore fait l'expérience, mais certains vont sûrement s'y employer bientôt. Ça avait été fait pour l'OES plusieurs fois. Donc, on verra si on reçoit trois tests qui sont quasiment parfaitement égales. En tout cas, c'est un peu la promesse des labos en ce moment. Ouais. Là, il y a Guillaume Lage qui demande la question à 100 balles. Euh, un élément qui n'est pas mesuré, il a été consommé ou précipité? Parce que Ça peut être même les deux. Récif Atome n'a pas la réponse, d'après ce qu'il dit. Ouais. Non, ça peut être les deux en fait. Vous avez des éléments qui de toute façon précipitent dans l'eau. Vous avez notamment les deux plus connus, c'est le fer et le manganèse. Le fer et le manganèse, ils ont une durée de vie sous forme ionique dissous dans l'eau qui est très faible dans l'eau de mer, parce que l'eau de mer est un environnement Ouais. chimique qui est ultra agressif. Donc c'est des éléments qui précipitent, et notamment sur le plancher océanique. Ils en parlaient encore il n'y a pas très longtemps là, dans une émission. Quand vous descendez dans les grandes plaines océaniques, vous avez une immense couche de manganèse qui est déposée au fond de l'océan, qui s'accumule depuis des Ouais. dizaines de millions d'années, parce que l'élément est apporté en continu. Alors, je pense notamment par tout ce qui est fleuve. Le manganèse doit être plus soluble dans l'eau douce. Et quand il arrive dans l'océan, il se répartit de partout et puis il précipite. Vous avez très très en profondeur une espèce de pluie permanente de précipitation de manganèse qui continue et qui continuera à s'accumuler Ouais. Là, très très Il très y a longtemps. Pitou Olinger, on a des mecs bien sur le groupe. Il dit, attendez avant d'acheter la machine ICP, les prix vont baisser avec l'arrivée des autres. Il va peut-être y avoir des ICP-OES d'octase. Il faut qu'on envoie un message à Claude. Petite question vite fait. L'eau qu'on envoie en Allemagne ou je sais pas où pour tester, elle se dégrade pas durant le trajet. En théorie, normalement, en théorie, hein, on est dans un flacon qui est censé être hermétique. L'ICP mesure des concentrations d'atomes. Donc les Euh, atomes, ils peuvent même pas se barrer, quoi. Non, ça, c'est la loi de conservation de la matière. Un atome, il reste un atome. Encore une fois, à moins d'une fusion ou d'une fission nucléaire dans votre fiole, ce qui pourrait poser d'autres problèmes, normalement, les atomes resteront strictement les mêmes. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il peut y avoir des éléments qui se fixent sur le plastique de la fiole? A priori, on est quand même sur des fioles de labo un peu particulières. Peut-être que si on était sur des fioles en verre, on aurait moins ce problème s'il existe. Ça, en fait, on ne sait pas. Il n'y a que les labos qui pourraient faire le test en prenant un Ils ont dû le échantillon faire. dans le bac, en le Ils ont mettant dû. directement, en prenant le même échantillon au même moment, en le mettant dans un flacon en plastique et en le laissant mariner 3-4 jours, voire même en lui faisant faire un petit voyage par la poste où ça va être stocké un coup au chaud, un coup au froid, un coup au chaud, un coup au froid. On ne sait pas trop. Donc, par Ouais, sécurité, mais comme dit Antoine, il y a des processus biologiques dans ta fiole aussi. Ouais, mais oui, mais les l'atome reste un processus atome. biologiques ne changent pas les atomes. Ça change pas les Les atomes. Ouais. processus biologiques vont prendre des atomes et les séparer, les recoller d'une façon différente, mais les atomes qui sont présents au départ, ils seront toujours là. Donc, peu importe, D'accord, d'accord, ça n'a d'accord. pas d'influence, ouais. Entendu. En théorie. Ok. Voilà, voilà. Voilà. À toi. Très bien. Donc, les ICP sont arrivés. Mais d'après moi et d'après d'autres, c'est un potentiel qui reste encore assez peu exploité, parce que finalement, donc vous avez votre test, vous avez des recommandations en général de chaque labo avec leurs produits pour remonter les valeurs qui sont déconnantes. Quand vous avez une valeur trop haute, vous avez un petit texte à côté pour vous dire de faire un changement d'eau. Pour le moment, la façon dont les labos appréhendent ça, c'est uniquement on teste, on corrige à un instant T quand on reçoit le test, sachant que vous avez en plus une semaine de décalage en général à peu près en moyenne, alors des fois un peu moins, des fois beaucoup plus. Donc vous corrigez un test en fait de la semaine d'avant qui ne correspond plus à l'état de vos bacs à ce moment-là, mais on fait uniquement des corrections ponctuelles. Et c'est pour ça que je vous ai dessiné cette petite courbe. Donc, si on considère quelqu'un qui fait même des tests ICP tous les mois,
sur vos éléments, vous allez avoir des éléments donc, qui vont faire le yo-yo comme ça, donc qui vont être consommés, qui vont descendre. Au moment où vous recevez votre test, vous faites la correction, bah, vous remontez d'un coup l'élément à la bonne valeur, mais ensuite, il va recommencer à descendre. Donc, le petit rectangle bleu que je vous ai fait au fond, alors, tout ça est très schématique, hein, mais si on considère que c'est la valeur acceptable dans laquelle doit se trouver votre élément, s'il descend peu, comme la courbe bleu foncé du haut, et qu'on reste toujours dans la plage, on peut se dire que c'est pas très grave. Par contre, si comme le bleu clair, on descend un peu plus fort, ben, à un moment, on sort de la courbe, donc ça veut dire que l'élément sera plus assez présent dans l'eau du bac pour être exploité. Voire pour certains éléments comme le fer et le manganèse, en fait, quand vous le remontez, vous allez très rapidement après vous retrouver à zéro. Ça, c'est inévitable si on ne le dose pas en continu. Et donc, au final, même si vous faites des ICP très régulièrement, ces éléments-là, ils vont la majeure partie du temps être à zéro, c'est-à-dire être totalement absent de l'eau de votre bac. Et c'est pour le moment, c'est la seule chose que nous proposent ces labos. Voilà. Et ça va changer. Et ça va changer, nous. Donc, si on veut faire mieux, si on récapitule un peu tout ce qu'on a vu, donc sur le KH et le calcium, ça, on a vu que c'était OK, on sait faire. Maintenir la salinité sans déséquilibre, ça, c'est l'invention de Balling et puis toutes les déclinaisons qui en ont suivi, ça, on gère. Compenser ponctuellement toutes les autres dérives. Maintenant, grâce à l'ICP, on peut le faire. Mais dans l'idéal, ce qu'on voudrait, c'est maintenir tous ces paramètres constants tout le temps, exactement comme dans l'océan. Voilà. Et ça, bah, c'est quelque chose qui a commencé à se faire. Quelques fabricants ont commencé à le proposer, mais malheureusement, ça a été un peu biaisé et fait d'une façon moi, que je trouve pas très correcte. Avec donc, souvent des produits dont la composition et la concentration ne sont pas données. Donc ça rejoint un peu les grandes règles du récifal, mais vous ne savez pas ce que vous mettez dans votre aquarium. Si jamais vous devez vous en servir à côté, vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez faire aucun calcul par vous-même. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, vous avez quand même quelques clients qui ont fini du coup, à force d'avoir ce problème-là, par faire analyser ces produits en labo. Bien souvent, vous avez un calcul des dosages de ces éléments qui est fait par le fabricant sans aucune information. Donc encore une fois, ben, vous ne savez pas du tout ce que vous dosez et en plus vous êtes pris en otage par le fabricant. Si vous voulez continuer cette méthode, ben, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de passer par lui. Vous ne pouvez pas vous débrouiller par vous-même. Au niveau des résultats, on en fait pas mal le SAV, on est quelques-uns à recevoir ses clients au bout d'un certain temps avec des soucis. Alors, certains disent que ça marche chez eux, d'autres ont des problèmes. Donc, pour le moment, voilà, on n'atteint manifestement pas l'objectif que je vous ai mentionné juste avant. Et puis, on a aussi, pour beaucoup de clients, une problématique de coût qui ressort, Ouais, avec un coût important et du coup, ben, un retour sur investissement qui est pas vraiment là. c'est-à-dire par exemple payer de l'eau osmosée avec très peu d'oligo-éléments au prix d'un grand cru bordelais ou de Bourgogne. Mais peut-être ça, voilà. Ce qu'on constate, c'est que en tout cas, ça coûte cher et puis ça marche pas à tous les coups et on est dans le flou total. Et ça, à mon sens, c'est un problème. Et enfin, en tout cas, ça correspond pas, moi, du tout aux valeurs qu'on m'a inculquées quand j'ai commencé l'aquario, ou en termes de transparence et de responsabilité qu'on a par rapport à nos animaux, à savoir que même si on n'est pas tous des grands scientifiques, et moi non plus, loin de là, hein, de toute façon. Là, c'est surtout l'expérience qui parle. Mais voilà, il y a quand même un minimum et on doit au moins avoir la possibilité de savoir ce qu'on fait dans son aquarium. Et de Voilà. savoir ce qu'on met et Savoir ce qu'on met, et savoir ce qu'on fait, savoir ce qui se de passe. comprendre pourquoi on le met, Voilà, de pouvoir gérer ses dosages tranquillement à la maison. Et c'est ça. voilà. Et d'ailleurs,
Nous allons y arriver peut-être un jour, Et on bientôt. va y arriver. Voilà. Voilà. Et donc c'est là que moi j'interviens en tant que professionnel et en tant que fabricant, parce qu'on pense qu'on peut vous proposer voilà, beaucoup mieux. Comme je vous l'ai dit, on a quelques convictions et puis surtout, on ne veut pas vous prendre pour des jambons, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut arrêter d'exagérer. Voilà. Les bénéfices de la société ne doivent pas prendre le pas sur la qualité de la maintenance. Voilà. Moi, je considère qu'une société, elle doit vous rendre service, que vous devez en avoir pour votre argent et que voilà, c'est quelque chose de réciproque et il faut pas trop tirer sur la corde et pas trop exagérer. Et moi, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe en ce moment chez certains. Et donc, on a décidé de venir mettre un peu un petit coup de balai sur tout ça. Et c'est là qu'on arrive donc à la dernière partie sur la méthode complète par dosage individuel. Donc, on va vous détailler comment ça fonctionne. Vous verrez que je vous ai tout mis. On N'allez rentre pas pas vous dans le détail. coucher. Hein? N'allez pas vous coucher. C'est ça, c'est là le moment vraiment intéressant. Alors, on va pas faire trop de maths ce soir, on va passer assez rapidement là-dessus, mais en tout cas, je vais vous donner les infos et vous les aurez. Vous pourrez les vérifier, vous pourrez les remettre en question si vous le voulez. Le but, c'est d'ouvrir le truc et que justement tout le monde puisse y jeter un œil, le regarder. On va essayer de donner les moyens à tout le monde de pouvoir l'utiliser, parce que si ça coûte trop cher, ben, malheureusement, ça se limite à un certain nombre de personnes. Et puis, voire même d'améliorer les choses, ben, voilà, à partir du moment où on l'a vu pendant très longtemps en aquario, hein, tous les systèmes un peu ouverts, où les gens disaient ce qu'ils faisaient, comme le balling à l'époque, qui a jamais été vraiment un secret, ben, vous avez plein de gens derrière qui l'ont repris, puis qui l'ont amélioré et qui ont fait évoluer les choses. Donc finalement, c'est en donnant les informations qu'on permet à tout le monde C'est tout de à faire fait avancer le domaine. dans la philosophie du récif, où on partage tout avec tout le monde sans problème. C'est ça. Comme je l'ai dit, la connaissance est le seul truc qui grandit en le partageant. Voilà. Deuxième règle du récifal, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc ça, vous l'entendez peut-être souvent chez vous pour des choses très différentes, mais c'est aussi valable dans notre domaine. T'as plus de micro, Alex. Non, on t'entend plus là. Il s'est fait pirater juste au moment où... T'as plus de micro, Alexandre. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai fait une fausse manip, excuse-moi. Je me suis dit, putain, il a été hacké juste au moment où il va... Non. Donc ça, voilà, bon, règle essentielle, mais voilà, on peut faire confiance, mais ça n'empêche pas de jeter quand même un coup d'œil. Et surtout, on doit pouvoir le faire si on en a envie. Voilà, chacun reste quand même responsable des animaux qu'il a dans son aquarium. Donc, il y a un moment, si on délègue complètement la maintenance de son aquarium, on peut se poser la question de qui est responsable de ce qui se passe à l'intérieur. C'est quand même vous, à la fin, qui êtes responsable de tout ce qui se passe. Donc, faut faire attention. Donc, on va commencer par la méthode. On n'a pas fait la petite séance question, mais c'est bon, avant que je rentre vraiment Ouais, dans le dur, on verra après. Ouais. on verra après. Ça marche. Très bien. Donc, la méthode, dans son principe de fonctionnement, elle n'est pas très complexe en réalité. Il s'agit de compenser des dérives d'éléments qui sont consommés. Et alors moi, je vous propose une façon de le faire. Donc, voilà, je vous parlais de l'améliorer. Vous me proposerez peut-être d'autres choses, mais moi, je l'expérimente comme ça depuis 3 ans sur l'aquarium. Et voilà, j'ai à peu près déterminé ça maintenant. Donc, vous avez d'un côté des éléments qui varient assez faiblement. Alors, ça va être surtout tout ce qui est macro-éléments peu consommés. Alors, vous avez le potassium qui est peu consommé. Chez certains, il l'est pas mal, mais c'est souvent dû à la filtration ou à d'autres éléments qui Avec le les algues. problème, Les algues. avec les algues notamment. Vous avez le soufre, il n'y a pas trop de problème. Le bore, le brome, on en rajoute rarement. Donc voilà, vous avez ces éléments-là. Et à côté de ça, vous avez des éléments qui, eux, sont fortement consommés. Alors les premiers, voilà, ce que je voulais dire, c'est que les éléments faiblement consommés, il n'y a pas d'intérêt de vouloir les doser vraiment en continu parce que même la consommation normale du bac les fait baisser un petit peu, mais on reste toujours dans des valeurs qui sont acceptables. Donc là, une compensation
ponctuelle à intervalles réguliers est suffisante. Vous avez d'autres éléments qui varient fortement et eux, ils nécessitent au contraire un dosage quotidien si on veut maintenir une valeur stable, notamment le fameux manganèse et fer qui eux se dégradent très très rapidement et qui vont rapidement chuter à zéro. Donc du coup, on va avoir deux stratégies différentes pour ces éléments. Euh, on va attaquer toute une partie un peu de maths. On va pas du tout rentrer dans les formules maintenant. Là, cette présentation, moi, je vous la mettrai à disposition. Donc, vous pourrez tout retrouver. L'idée, c'est que vous les ayez quand même. Je vais juste là vous expliquer le principe et vous pourrez tout retrouver ça si ça vous intéresse. Mais alors déjà, la base pour calculer n'importe quel dosage, ça va être de déterminer la concentration de votre produit. Donc pour ça, on a une formule assez simple. Généralement, sur les boudins, on vous dit que tant de millilitres va augmenter la concentration de tant de milligrammes par litre pour 100 litres. Avec cette formule, vous retrouverez donc la concentration du produit en milligrammes par litre, donc vraiment la concentration de la fiole. Et ça, c'est valable pour tous les produits, c'est toujours le même. Si on vous donne la petite phrase en vous parlant de microgrammes par litre, la formule vous donnera une concentration en microgrammes par litre. Ça, c'est un petit détail, mais il faut faire attention à ces unités parce qu'on a quand même 1000 de différence entre les deux, donc c'est assez conséquent. Sur les éléments à faible variation, moi, ce que j'ai déterminé, c'est que voilà, on a cette petite liste-là. Vous avez le potassium, le bore, le brome, le molybdène, qui est aussi un élément peu consommé. Alors, en réalité, il peut être consommé, mais on en rajoute beaucoup avec la nourriture, du molybdène. Vous verrez d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de fabricants qui incluent du molybdène, notamment dans les mélanges d'oligo, parce que généralement, on en a souvent même un peu trop, ce qui n'est pas vraiment problématique. J'ai mis le cuivre dans cette liste-là parce que j'arrive pas à me résoudre à le doser en continu. Le cuivre, c'est un élément qui fait peur à beaucoup de gens parce que bah oui, le cuivre a des taux élevés et toxique. On a eu des problèmes avec ça il y a de nombreuses années. C'est voilà, c'est un élément sur lequel il faut faire attention. Néanmoins, si on part dans une stratégie où vraiment on fait zéro changement d'eau, parce que dans vos sels pour faire de l'eau de mer, vous avez un peu de cuivre au taux normal. Voilà, si on commence à plus du tout faire de changement d'eau, on n'en apporte vraiment jamais. Donc on est assez rapidement vraiment à zéro total. Et le cuivre, c'est quand même un élément qui est indispensable pour certains processus biologiques. Donc le doser de manière ponctuelle régulièrement, c'est pas complètement déconnant. Et enfin, vous avez le barium, qui est voilà, un élément qui est souvent peu consommé, qui peut l'être un peu chez Sauf certains. par les Montipora digitata. Ouais, Ils adorent le tout barium. à fait. Mais voilà, on n'est pas non plus sur des consos folles, et donc pareil, un dosage ponctuel et pas déconnant. Donc là, grosso modo, ce qu'on va faire, sans rentrer dans les détails de la formule, hein, c'est Il que, va se coucher, Xavier. ouais, Non, non, non. il en peut plus. Je prends du poivron. C'est régime, toi. J'en ai besoin. Donc voilà, donc sur cela, je vous ai donné la petite formule. Donc voilà, là la base, hein, c'est d'utiliser des ICP. Donc on va regarder entre, voilà, grosso modo, combien on a consommé. Donc on fait la différence entre la valeur cible qu'on vise et la valeur qui est retournée par l'ICP. On la multiplie par volume de l'aquarium. Vous avez le nombre de milligrammes qui manquent dans votre aquarium. Et on traduit ça ensuite en volume de produit à doser pour savoir voilà, combien vous devez en mettre fonction de la concentration de votre produit. Enfin, c'est Donc le là, volume de flotte. C'est le volume de flotte. Faut pas que les gens prennent le volume brut de l'aquarium. Parce que... alors oui, dans l'idéal, il faut considérer pour ces calculs le volume vraiment d'eau du d'eau. système Voilà, complet. voilà, Ouais. voilà. Alors après, ce qui se passe très souvent sur des systèmes classiques, c'est que vous avez un aquarium qui est quand même rempli de pierres. Ces pierres, elles enlèvent un certain volume d'eau. Voilà. Vous avez de l'eau en dessous dans la décante qui en rajoute un petit peu. Assez souvent, on Ça constate se que, compense. grosso modo, sauf système de filtration de très gros volume, le volume d'eau, c'est souvent à peu près le volume brut de l'aquarium. D'accord, d'accord, très bien. Voilà. Donc voilà, mais si après on a un moyen de le calculer plus précisément, c'est bien. Moi, je sais que quand j'ai rempli mon bac au départ, j'ai compté combien j'avais mis d'eau dedans pour avoir une idée du volume réel vraiment d'eau du système. Donc ça peut être intéressant. Oui. Voilà.
Donc ça, c'est les éléments à faible variation. Alors attention, si on a quand même des baisses un petit peu importantes, vous avez sur tous les produits généralement un dosage maximum recommandé par jour. Vous avez les petites formules là pour vérifier, mais si on doit en doser si on doit remonter un taux quand même de façon un petit peu importante ponctuellement, pas dépasser certaines valeurs par jour pour pas faire de changements trop violents. Vous avez le petit calcul là pour voilà, répartir ça sur plusieurs jours si besoin. Mais voilà, normalement, on n'a pas besoin de le faire sur ces éléments-là. Généralement, c'est un dosage et on est reparti. Voilà, simplement, voilà. Au début, par exemple, quand on commence ça, si on n'a pas fait d'ICP depuis longtemps, qu'on a une grosse dérive sur un paramètre, ça peut être utile. Quand on a un potassium qui s'est cassé la gueule et qui est à 320, il ne faut pas le remonter à 400 d'un coup en Ouais, un seul dosage. Il faut être avec excuse-moi, ça sur plusieurs jours. là, il y a Sarah Vigotte que nous retrouverons donc vendredi prochain qui dit, je le lis, hein. Le meilleur moyen, si on ne sait pas le volume réel, c'est d'ajouter du sel, une valeur connue, et on mesure Voilà. la différence de salinité. Et Mm. paf, t'as ton volume net. C'est C'est pas ça, on faux. peut le retrouver de cette façon-là. Alors, par contre, il faut être vachement précis, hein. Ouais. Ouais. Puis le sel, faut pas qu'il soit trop hydraté, peut-être, enfin Ouais, bien ouais. sec. Non. Oui, ça peut être une technique, mais il faut faire gaffe quand même. Ouais. Voilà. Ça peut aussi Mais, se mais retrouver avec les dosages de ces produits-là, hein. Vous calculez voilà, au bout d'un certain temps, vous rajoutez un volume de de produit cash, moi je quelconque, trouve. ouais, ou de cash. Vous savez que voilà, c'est censé remonter de temps. Vous faites un test pour vérifier, vous voyez que c'est pas la même valeur. Vous pouvez savoir si finalement il y a un peu plus ou un peu moins d'eau dans le système. Ouais. Mais ouais, pour vraiment définir le volume complet, faut quand même faire attention parce qu'il faut Et avoir des tests qui sont vachement précis. Je voulais trouver le volume de mon bac, je suis à 50 grammes par litre de sel, c'est emmerdant. Voilà. Ah bah toi, notamment, Eric, oui, ne fais pas ça. Non. Ne rajoute pas 100 grammes de sel dans ton bac. Ça va être une cata. Voilà. Donc ça, bon, c'est pour ces éléments, voilà, dits à faible consommation, à faible variation. Ceux-là, pour moi, ils n'ont pas besoin d'être dosés de manière continue et voilà, et tous les jours. Ensuite, si on passe aux éléments à forte variation, là, on a une liste qui commence à être un petit peu plus longue, avec des éléments qu'on connaît, ça qu'on connaît bien depuis longtemps, notamment le strontium et l'iode. Ça, on sait que c'est des choses. Alors, le strontium, il est intégré dans le squelette des coraux. L'iode, il se dégrade, il est consommé. Voilà, on a généralement besoin d'en doser un peu de manière continue si on veut garder un taux faible. Le fluor, assez important aussi de le doser en continu, c'est assez bénéfique. Et puis ensuite, vous avez toute une liste d'oligos, voilà, vanadium, manganèse, zinc, nickel, fer, chrome, cobalt, sélénium. Tout ça, là, on est vraiment dans l'oligo-élément. Ça, c'est des choses, voilà, qui sont présentes en très petite quantité, donc qui, quand elles sont consommées, dégringolent très rapidement. Et moi, je vous ai mis à côté donc les valeurs cibles que je recommande, qui sont pas forcément celles que vous trouverez sur vos tests, mais c'est des valeurs cibles, donc c'est des valeurs qui ont été définies pour le calcul. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par sécurité, les valeurs sont un peu plus basses que les valeurs recommandées. Pour moi, c'est plus malin de viser des taux un peu faibles. Ça correspond un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la stratégie de Romain. Voilà, les oligos, c'est important d'en avoir en très faible quantité. Le fait de les avoir au chiffre idéal qui est indiqué sur votre test ICP, sachant qu'en plus ce chiffre n'est pas le même chez tous les labos, c'est pas forcément un but en soi. Ce qui peut être intéressant, c'est d'arriver, voilà, toujours en maintenir une petite quantité, à peu près dans cette proportion-là, et le fait de viser des valeurs assez faibles, ça permet de garder une marge de sécurité à la fois sur les erreurs potentielles au niveau des tests ICP, et puis même sur des erreurs éventuellement de dosage que vous faites sur l'aquarium. Si on vise un taux faible, qu'on en met finalement un peu plus que prévu, bon, on a peu de chances de se retrouver à une valeur énorme et du coup à un taux qui, lui, devient problématique parce que c'est tous des produits qui, en trop grande quantité, peuvent être vraiment un problème. Donc voilà, par sécurité, Là, il y a, les valeurs cibles sont ouais, assez faibles. il y a Erwan qui a dû réussir à se libérer, là, comme il est dans les îles. Il dit, putain, les gars, chaque live, c'est le live du siècle. Comment on fait au bout d'un moment? Mais entre nous, Eric, est-ce que tu as déjà vu
ce live-là sur aux États-Unis, en Angleterre. Moi, je sais Nulle pas, j'ai part, ça écouté n'existe toutes les pas. lives. Ça n'existe pas dans le panorama récifal mondial. Moi, je n'ai jamais vu ça. Voilà. C'est vrai que la chaîne du récif est assez unique en fait. Ouais. Elle Quand même, il faut restera, le dire, quoi. elle restera quand je vous ferai les pissenlits, j'aurai au moins fait ça dans ma vie. C'est ça. On t'amènera, ouais. Ah bah à part les conférences au MACNA ou ce genre de choses qu'on n'a pas du tout Ouais, mais connues, même. Ouais, on alors n'est c'est pas, différent. Ouais, c'est différent. c'est Mais pas tout voilà. à fait la même chose. Ouais. Et Ouais. c'est vrai mais moi c'est grâce à vous, hein, je suis juste organisateur, animateur. C'est grâce à vous, vous faites des super boulots, quoi, des belles presses, des beaux trucs. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je te dis, là, j'apprends plein de choses, hein, Alexandre. Ouais. Franchement, Eh ben, hein. Ouais. très bien. Parfait. C'est vrai que c'est hallucinant ton truc, Alexandre. Alors là, Allez, moi, on va et vite sortir des contrairement maths, on va en à- finir vite il y avec a ça. quelqu'un qui a dit que je m'endormais, c'est totalement faux. Là, je suis au taquet. Très bien. Donc là, la stratégie, du coup, pour le dosage sur ces éléments-là qui sont consommés beaucoup, ça va être, bon, alors, à chaque fois quand même de rattraper à chaque ICP avec exactement la même méthode qu'on vient de voir pour revenir au taux correct. On remonte tout de suite et ensuite, l'objectif, ça va être de déterminer une dose à ajouter tous les jours dans l'aquarium pour maintenir le taux. Je vous ai mis la formule au-dessous, mais grosso modo, le principe, c'est on regarde entre deux ICP combien on a consommé et on va répartir ça du coup en dosage sur un certain nombre de jours. Ouais. Voilà, on Là, il sait y que voilà, a, si on a 10 jours entre deux ICP qu'on a consommé tant, en faisant la division de la conso par le nombre de jours, on sait qu'on a consommé tant par jour. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc on dose ce taux calculé, là, il y qu'on a calcule Patrice avec la Mina qui formule dit que je déjà vous ai indiquée. l'interlocuteur comprend ce qu'il dit. C'est pas mal. Voilà. Très bien. Et donc ça, bah ensuite, je voulais noter là, mise à jour Ouais. régulière du calcul à chaque ICP. Il faut savoir on peut avoir des variations dans ces consommations d'éléments. Ça peut être un petit peu fluctuant. Donc, quand on commence à faire ça, c'est important de faire des ICP régulièrement. Alors, au début, il faut en faire très souvent pour arriver à calculer ces dosages, pour avoir une sorte de moyenne, arriver à trouver une valeur qui colle à peu près. Mais une fois qu'on l'a trouvé, il faut pas totalement arrêter et continuer à doser ça éternellement parce que ces consos peuvent varier. Alors, elles peuvent augmenter avec la pousse des coraux, mais il faut aussi savoir qu'elles peuvent descendre. Voilà, sait qu'on a des variations saisonnières, on a voilà, plein de choses qu'on ne comprend pas dans nos aquariums. Donc, il faut quand même le surveiller et le remettre à jour régulièrement. Vous avez ce petit calcul-là alors, qui ressemble beaucoup à celui que je vous ai mis avant, mais qui permet de réajuster ce dosage, donc soit à la hausse, soit à la baisse, en fonction de ce que vous constatez sur les tests. Voilà. Et pour le décrire de façon un peu plus simple, et ça c'est aussi pour expliquer ce que des gens constatent des fois quand ils utilisent cette méthode. Si vous prenez notamment des éléments comme le fer et le manganèse qui tombent très très vite à zéro, le calcul est fait pour que progressivement on remonte cette courbe. C'est-à-dire qu'on Et, on va calculer ce qui manque, on va appliquer un certain dosage, ça va réduire légèrement la courbe. Vous voyez, les courbes sont de plus en plus foncées, c'est ce qui se passe dans le temps. Donc la première, on tombe très vite à zéro et on reste très bas. La deuxième, on va tomber un petit peu moins vite parce qu'on commence à en ajouter tous les jours. Et même le moment où on est censé arriver à zéro, comme on en dose un petit peu tous les jours, on va garder quand même un minimum. Et petit à petit, cette courbe va remonter de plus en plus. On va rester de plus en plus longtemps dans cette petite zone bleue qui est la zone correcte. Et finalement, au bout d'un moment, on va réussir à atteindre l'équilibre et le bon dosage qui fait qu'on reste stable. ouais, là, il y a Jacques Rakeli qui dit pour le fer chrome cobalt, ils sont consommés rapidement, ils sont difficilement détectables. Ouais, bah à l'ICP, ils nous les détectent, mais c'est des éléments qui sont consommés assez Voilà, rapidement. Ouais. voilà, Jacques, tu vois, c'est consommé rapidement. Ouais, ouais. Et moi, notamment, bah, c'est aussi un petit peu pour ça que j'ai enlevé le refuge. C'est que voilà, j'augmentais ces dosages de plus en plus. Je suivais exactement là ce qui est indiqué ici, et j'arrivais à des taux de consommation de certains oligo-éléments, mais qui étaient vraiment pharaoniques. Et ça, c'est le refuge. Le refuge consomme une quantité d'oligo-éléments qui est Refuge à hallucinante. algues.
Refuge à Refuge à algues. algues, pardon, oui, oui, il faut bien préciser. Refuge à algues. Les algues consomment une énorme quantité de minéraux, alors de polluants aussi, ce qui est bien, mais tout ce qui est oligo, c'est pareil, elles vont capter, et elles vont capter en priorité sur les coraux. Elles vont réussir à capter plus vite, et j'en parlais avec Boris pas plus tard qu'il y a quelques heures. Les Boris de coraux, Récifatome, hein. Boris de Récifatome, ouais. On sait que les coraux, en dessous d'un certain seuil, même si on a un peu d'oligo-éléments, n'arrivent pas du tout à le capter. Il faut qu'il y ait une concentration minimum pour qu'ils arrivent à utiliser dans certains processus biologiques ces oligo-éléments. Alors que les algues, au contraire, la moindre trace, elles vont avoir la capacité de s'en servir et donc à tirer encore plus ce taux vers le bas jusqu'au zéro quasi absolu. Donc voilà, d'où l'intérêt de vraiment les maintenir stables dans un niveau qui reste toujours dans la plage correcte, la plage dans laquelle les coraux vont être capables d'utiliser ces oligos qui sont essentiels pour plein de processus biologiques. Voilà, très bien. Et donc pour vous simplifier un petit peu la vie, après ce petit passage de mathématiques, vous pouvez le retrouver, il est en ligne sur le site de Turtle System. Je vous ai bricolé un petit calculateur qui permet de calculer tout ça sans avoir à faire tous ces calculs à la main, parce que sur le nombre d'éléments indiqués, si vous commencez à faire ça à la main, il va falloir prévoir une bonne après-midi devant vous. Donc, Ok. on a transformé ça en un calculateur Excel qu'on a collé sur le site, qui sera aussi à dispo en téléchargement et qui permet de faire ça beaucoup plus rapidement, simplement en entrant ces valeurs. Et voilà, et ça vous sort tout de suite des résultats. Et ça permet de les mettre à jour au fil du C'est temps. vraiment génial. Donc, Alexandre, en fait, la différence par rapport à ce qu'on peut retrouver chez notamment les fournisseurs d'ICP, c'est que là, tu auras la dose, si je comprends bien, Mm. pour remonter, on va dire, la valeur et la dose Ouais, d'entretien. C'est ça, c'est sur une ça. durée. C'est-à-dire Ouais, que c'est tu vas ça. C'est-à-dire définir que une dose, donc un Mm. conseil en termes de dose. C'est ça? Exactement. Journalier. Le Ok. calculateur, alors on le présentera peut-être une autre fois un peu en détail. C'est un tableau où il y a pas mal de choses à regarder, à rentrer. Mais grosso modo, première étape, on fait un premier ICP, on remonte toutes ces valeurs exactement comme c'est indiqué par les fabricants, par les labos sur les tests ICP. Donc on remonte un coup, on se remet à niveau. On fait un deuxième ICP relativement rapidement après, dans les 15 jours, grand max un mois pour avoir une deuxième mesure. Du coup, on regarde combien on a consommé dans cet intervalle de temps. Là, on détermine des premiers dosages d'entretien en continu. Et à partir de là, ensuite, on fait des mises à jour et on va se rapprocher de plus en plus des dosages parfaits pour maintenir un taux impeccable dans l'aquarium. Et Alexandre, le mettre à jour régulièrement. de Et jour en donc, ça jour, va proposer. de jour en jour, il m'épate de plus en plus, Alex. Et donc, si je comprends bien, ça va proposer tout d'abord en fait une version d'une courbe qui va aller rapidement vers zéro, puis à Ouais. la deuxième itération, la courbe va évoluer. C'est ça l'idée en fait, de En se fait, ça rapprocher au fur et à va, mesure. ouais. Bah, il y a certains éléments pour lesquels on va trouver assez rapidement un dosage d'entretien, puisque c'est des éléments qui n'arrivent pas complètement à zéro. Donc, dès le premier Ok. calcul, la valeur de consommation qu'on va calculer, elle va être bonne. Donc, tout de suite, on va être à peu près bon et on va avoir courbe plate. Ce qui est plus problématique, en fait, c'est quand les éléments arrivent à zéro. Parce que, il Ok. faudrait arriver à déterminer, ah bah, on a tout consommé exactement à telle date. Eh Ensuite, oui, la eh oui. plage de temps que tu passes à zéro, bah, tu vas la prendre en compte dans le calcul, mais Ok, j'ai compris. tu vas trouver un résultat en fait qui est plus faible que la consommation réelle. Donc c'est pour ça que sur ces éléments-là, la courbe, elle va remonter progressivement. Alors ça Bien peut sûr. être en deux tests, en trois tests, en un peu plus pour certains éléments. Ça va dépendre de chaque bac, ça va dépendre de chaque élément, mais la stratégie va toujours être la même. Et l'idée, c'est pas non plus tout de suite dès le début de vous dire, bah écoutez, en moyenne, on consomme tant, donc on va tout de suite Eh ouais. balancer la dose, au risque, si en fait votre consommation est pas si haute que ça, et bah, de faire un gros surdosage. Il y a Arnaud Riff qui dit, ça y est, je suis sur le calculateur pour arriver avant les autres. Hop, voilà. Donc là, Mais je déjà, pense qu'il y a du monde qui va sonner ce soir là, hein. Je pense que la nuit n'est pas finie, hein. donc avec ça, bon, on a réglé du coup le problème de la méthode. Donc vous avez la méthode, vous avez tous les calculs. Il Euh, manque les produits.
Voilà, vous pouvez les vérifier. Moi, je vous invite à le faire. Je pense qu'ils sont bons, hein. Je les ai testés pendant très longtemps et ils sont OK. Ils sont pas très complexes finalement en soi quand vous les regardez, hein. C'est pas des maths d'un niveau ultra élevé. Vous avez un Alex, calculateur vite qui est fait, en ligne. le suivi de croisière ICP, tu fais un test par mois? Moi, je pense que ouais, il faut faire au début, il faut commencer par faire un test par mois et voir un peu comment ça se passe. Si au bout de quelques mois, on constate qu'on n'a plus de gros réajustements, on peut étaler un petit peu. Et on peut D'accord. faire tous les 2 mois, voire tous les 3 mois. Et Et d'ailleurs, toujours chez le même labo de préférence. toujours chez le même labo, ouais, idéalement. Alors après, on peut changer à un moment, mais quand on change, ensuite, essayer de s'y tenir, quoi. Disons ne pas s'amuser à faire un mois dans un labo, un mois dans un autre, et de faire le tour à chaque fois de tous les labos, parce que là, ouais, ça va être compliqué. Là, il y a Michael Montreuil Puis, qui dit plantage du site Turtle System dans 3, 2. Voilà. Bon, alors puis justement, bientôt, pour avec le être, nouveau labo FBA, là, Pelouse, Burkhardt et Arkema, ICP, voilà. c'est ça. Donc ensuite, ouais, alors le calculateur, il est sur le site dans une version qui pour le moment est provisoire. On améliorera ça pour qu'il y ait un suivi, pour que vous ayez plus à rentrer vos valeurs d'ICP à la main. On pourra directement cliquer sur un bouton, uploader son petit fichier PDF là qu'on reçoit du labo. Il sortira les Ça me valeurs rappelle une appli automatiquement. payante, ça. Ah, mais ce sera gratuit. Oui, ben voilà, Ce c'est pour sera ça que je dis, gratuit. ça me rappelle une appli payante. Donc voilà, donc ça permettra d'aller très vite et surtout ça enregistrera, parce que vous avez bien compris, il faudra pour chaque nouveau calcul connaître les calculs précédents. Donc ce nouveau calculateur, il permettra de les re-rentrer, de les ramener automatiquement. Là, celui que vous avez pour le moment sur le site, vous avez des encadrés rouges. Ben, quand vous faites un calcul, il faut noter ces valeurs, il faut les enregistrer pour pouvoir les remettre la fois d'après. Je vous fournirai aussi à côté, je vais l'enrichir un petit peu la page, mais vous aurez le même en version Google Sheet et en version Excel à télécharger. Sur cela, vous verrez que j'ai mis des petits boutons import-export qui permettent, quand vous faites votre calcul, d'exporter un petit fichier qui enregistre les fameuses valeurs à conserver. Et quand vous revenez faire le calcul suivant, vous rechargez ce fichier, ça vous rend tout de suite ces valeurs. Ça, c'est des petits trucs pour gagner du temps et pour éviter les erreurs. Voilà. Et donc bientôt, là, c'est mon webmaster qui est en train d'y travailler. Il y aura une version voilà, améliorée sur le site qui permettra d'aller très très vite. Donc, lecture automatique de l'ICP, les valeurs seront reprises du dernier test automatiquement. Et donc, en 2, 3 clics, vous aurez immédiatement les dosages recalculés. Voilà pour le calculateur. On va répondre à la question de Jacques et de Jérôme, hein, mais plus tard, qui est, est-ce D'accord. qu'on peut mettre tous les éléments dans une bouteille? Ah, on va y répondre plus tard. Le deuxième problème qu'on a vu tout à l'heure, c'est le prix. Donc là, je vous ai repris, c'est quelque chose qui était sorti sur le récif il y a quelque temps. On sait qu'il y a des grosses variations de prix quand on les rapporte au milligramme d'éléments en fonction des fabricants. Et alors, vous n'en avez pas un qui est plus cher, un qui est moins cher, c'est différent pour chaque élément. Mon petit graphique à gauche qui est totalement illisible le représente bien. C'est que c'est un bordel sans nom. Alors on est là sur un graphique qui est en pourcentage, donc grosso modo, les petits points qui sont en bas, c'est le pourcentage du coût à l'élément par celui qui est le plus en haut. Donc ça veut dire grosso modo que vous avez, moi j'ai les chiffres, je vous ai volontairement pas mis les noms et les correspondances des couleurs par rapport à chaque entreprise, mais vous avez des milligrammes d'éléments qui sont vendus parfois 1000 ou 10 000 fois plus cher chez certains que chez d'autres. Donc, on a des choses qui sont complètement déconnantes. Et donc, Après, comme dit tout à l'heure, parfois on achète de l'eau aussi, hein. ah bah parfois, on achète de l'eau. Après, en même temps, étant donné les concentrations qu'on a vues qui sont en microgrammes par litre, Ouais, il faudrait pas qu'on ait des produits trop concentrés non plus, sinon ce serait une vraie galère pour les doser. c'est vrai. C'est-à-dire C'est vrai, c'est vrai. voilà, si on se retrouverait à doser une goutte infime, vous savez, les petites gouttes des tests KH salifères pour ajouter la dose qu'il faut dans un bac de 5000 litres, si on avait des produits trop concentrés. Donc il faut qu'ils soient pas trop concentrés, il faut un dosage adapté.
Mais bon, voilà, ça mène quand même du coup à des différences de prix qui sont assez conséquentes. Si on regarde un peu ce qui pèse dans ce prix, alors volontairement j'ai pris uniquement les fournitures, c'est-à-dire le concret. Je vous ai pas compté là-dedans le travail de la personne qui va coller l'étiquette sur la bouteille, qui va mettre le produit dans la bouteille ou de la machine, les marges d'entreprise, les marges de distribution, etc. Mais si on prend vraiment la chose concrète, c'est-à-dire la bouteille, son étiquette, l'eau qui est dedans et la matière première, on arrive à ça. Vous avez grosso modo en moyenne sur ces produits, il y a des variations bien sûr en fonction des concentrations, mais sur pas mal d'oligos, la matière première, elle pèse autour des 1% du prix de matière première qui est fourni là-dedans. Donc, fort de ce constat-là, nous, on a décidé de vous proposer ça. Voilà, donc c'est une nouvelle gamme complète d'éléments individuels en bouteille qui ont été faits sur la base de cette analyse et qu'on a fait de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on a pris les prix de tout le monde et on a fait en sorte, vous le voyez à droite, en augmentant un petit peu la concentration du produit. Alors là, ici, vous avez voilà, une augmentation x5 de la concentration, mais on En voit que moyenne, c'est pas 5. alors ça dépend, c'est hyper variable d'un élément à un autre, et puis on a quand même deux, trois produits qui existent depuis longtemps. Je pense notamment au strontium, des produits qui globalement sont assez concentrés chez potassium, on le voit aussi sur la courbe. Nous, notre point, il est assez haut. En fait, le fait que tous ces points soient resserrés, ça veut dire que là, les fabricants se sont à peu près tous alignés, même si on a quand même des différences à peu près de fois Tu deux peux me entre le remontrer les plus cher et bouteilles, le s'il te moins cher. plaît? Elles sont trop Le- belles. Les bouteilles, elles sont trop belles. les bouteilles, je te les remontrerai après, on va les revoir, t'inquiète pas. Oh! Mais voilà, grosso modo, l'idée, c'est pas forcément de baisser le prix du produit bouteille en lui-même, mais c'est de mettre beaucoup plus de ce qui nous intéresse vraiment dedans. C'est cette matière première d'oligo-éléments en plus grande quantité, parce qu'elle pèse tellement peu dans le prix du produit que finalement, mettre 2, 3 ou 5 fois plus, comme je l'ai dit au-dessus, ben, c'est un produit qu'on va racheter 2, 3 ou 5 fois moins souvent. Donc, à l'utilisation, ça va coûter beaucoup moins cher, mais en même temps, ça coûte pas plus cher à fabriquer. Donc, la stratégie pour faire baisser le prix de ces solutions-là et de ces produits, moi, c'est comme ça que je l'ai abordé. Donc, voilà. Donc, voilà. En pratique, voilà à peu près l'économie que ça représente. Moi, j'ai pris un cas pratique d'une personne qui m'a communiqué ses ICP et son protocole de dosage fourni par un autre fabricant, et j'ai fait le calcul avec les prix qui sont publics et affichés. J'ai fait le même calcul quand même pour revenir un peu sur les changements d'eau avec s'il avait simplement fait 4 changements d'eau comme recommandé par les fabricants. On voit que ça reste quand même le plus cher, hein. Donc les changements d'eau, ça coûte assez cher. Et ben donc ensuite, on a utilisé ces ICP avec notre calculateur, avec les prix et les concentrations de notre produit, et on arrive, grosso modo, on divise par 2,6 le prix pour l'usage de cette méthode sur un bac de 500 litres. En se basant sur ces données-là, hein, bien sûr, après les bacs peuvent avoir des consommations différentes en fonction de leur population de coraux, mais là on est sur un bac assez chargé, donc avec de belles consommations. Nous, pour un 500 litres, on tombe à 8,20 € par mois sur cet exemple-là. Il y a une question pour un nano, un petit nano, c'est jouable de faire cette méthode? Bah ouais. Pour un anneau, c'est jouable. Après, en fait, c'est jouable sur n'importe quel volume. C'est pas une Ouais, question d'accord. de volume. Après, ce qu'il va falloir considérer, c'est que en plus de ce supplément-là, la chose que pour le moment on maîtrise pas tant qu'on n'a pas rempli notre cagnotte Litchi pour le test ICP, c'est que il faut quand même faire les tests ICP à côté. Ouais. Donc Donc, c'est 30 à 40 euros en plus qui se rajoutent, mais le prix des produits voilà, pour un anneau, pour ton bac, Eric, t'es 50 litres là, en Ouais. gros tu divises, ça te coûte moins d'1 € en produit. Ouais, ouais, non, mais j'ai bien voilà, compris, ouais. c'est ça. Les produits, là, les flacons, une fois ouverts, ça se conserve ou ça se met au frigo, ça... Alors, c'est tous des produits strictement minéraux, il n'y a rien d'organique Donc ça dedans, se conserve. donc ça se conserve très longtemps. Vous avez un seul produit sur lequel il faut, enfin, vous verrez une différence, mais ça, vous l'avez, en fait, la plupart des fabricants vous le vendent déjà dégradé, c'est le fer.
Vous avez deux formes d'ions issus du fer différents, avec deux oxydations différentes. Euh, Ils se reconnaissent assez facilement, parce que vous en avez un qui en solution est vert, c'est celui qu'on va vous proposer, et vous en avez un qui en solution donne une couleur un peu rouille à l'eau. Donc le vert, c'est le F2+, avec deux charges positives, et le rouille, c'est le 3+, c'est celui qui est oxydé. On sait que la forme verte, pour faire simple, est plus biodisponible pour les coraux. Mais on sait que si on met uniquement ce produit avec de l'eau, il va assez rapidement virer au rouille. Donc, nous, on a trouvé une stratégie pour arriver à le stabiliser. Quand tu dis nous, c'est toi. Oui, c'est moi, mais c'est pas grave, c'est l'entreprise, alors j'ai l'habitude de dire nous. Non, parce que franchement, Euh, moi, je suis abasourdi par ton travail. Euh, le fer, du coup, voilà, on lui rajoute en fait un petit peu de citrate de sodium, qui est rien d'autre que de l'acide cidrique que vous trouvez notamment dans le citron, qui va servir en fait à modifier un peu le pH de la solution et qui va stabiliser cette solution et grosso modo la garder verte. Après, si vous la gardez très 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 longtemps, celle-là, elle aura tendance à virer au marron. En pratique, on sait que ça fonctionne quand même et que ça permet quand même de maintenir le fer. Mais voilà, c'est la seule sur laquelle on peut avoir une variation. Tous les autres, du moment qu'ils sont conservés dans leur bouteille, dans un endroit où il fait pas trop chaud et dans le noir, vous n'aurez pas de problème et ça peut se garder très 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 longtemps. Tiens, il y a Voilà. Patrice Mina qui dit, que c'est une boutade évidemment, hein, je voudrais pas que, il dit qu'il faut mettre un tampon approuvé par le récif sur les bouteilles. Non, non, moi j'approuve rien du tout, j'y connais rien, donc de toute façon je peux pas approuver, hein. Vas-y. Oui. Voilà, donc voilà, Génial. grâce du coup voilà à cette petite étude et cette petite façon de faire un peu différente, ben voilà, on propose. Alors après, vous pouvez utiliser la méthode avec n'importe quel produit, hein. C'est l'avantage d'avoir une méthode ouverte, on vous donne tous les calculs, hein. Vous préférez utiliser du Fauna ou du Triton ou ce que vous voulez, parce que Triton maintenant donne ses concentrations. Ouais. Vous pouvez le faire. Moi, voilà, l'idée c'est que ben, on casse un peu les prix de ces produits-là. Parce que pour les avoir utilisés pendant longtemps, hein, moi j'ai Non, longtemps tu les utilisé les casses produits pas, Fauna. tu les casses pas, tu euh, les fais à un prix qui te paraît honnête et Plus en raisonnable. Bah, disons que raisonnable, honnête et en voilà, conformité avec ton éthique, c'est on tout. a des produits actuellement qui depuis le début sont un peu chers, qui restent chers et qui bougent pas. Ça fait un paquet d'années maintenant, et c'est aussi un peu un frein en fait au développement de cette méthode-là, qui est un peu pour moi l'étape suivante. C'est-à-dire, c'est la suite logique en fait des ICP, c'est de pouvoir faire ça. Et pour permettre que ça se démocratise un peu plus, il faut que ça ait un coût qui soit pas déconnant par rapport au reste. Mais c'est pareil, le Balling, ça coûtait assez cher au début, puis ça a baissé en prix. Par le jeu de la concurrence, par les nouveaux acteurs qui Et ils arrivent. auront tous été émis, notamment les Voilà. Tritecna. Vous regardez le prix du Baling, je crois que le moins cher, c'est le Tridacna. Enfin, il défie toute concurrence, hein. Moi, j'ai regardé pour proposer du Baling au passage. Je n'arrive pas à avoir les tarifs de Tridacna. C'est impossible. Il faudrait que j'en achète des camions entiers pour arriver juste à l'acheter au même prix que lui le vend sur son site. Hmm. Donc voilà, là on est dans un autre domaine, mais c'est une méthode, voilà, ça montre qu'il s'est démocratisé et dont les prix du coup ont chuté parce que bah, aujourd'hui c'est très utilisé. Mais il faut aussi faire baisser les prix pour que ce soit plus utilisé et rendre ça plus accessible à tout le monde. Donc voilà, Alors, c'est un petit peu Michael, l'idée. ouais, attends. Michael, il dit, j'ai entendu dire qu'il y avait différentes qualités alimentaires, pharmaceutiques qui influenceraient les prix et tout. Mais sur les oligos, il n'y a pas différentes qualités, quoi, de toute façon. Oui, Si. Alors, si, les produits existent en différentes qualités chez les fournisseurs de produits chimiques, les gens chez qui moi je me fournis et tous les autres. Vous avez, grosso modo, vous avez trois grandes familles de qualité. Il y a les produits de qualité technique. Alors, si on prend l'exemple, par exemple, du chlorure de calcium qu'on utilise dans le baling, la qualité technique, c'est celle qu'on utilise pour déneiger les routes. Voilà. Ouais. Donc là, on est sur du produit vraiment ultra faible qualité. C'est le fameux, si vous le dissolvez dans un bidon, la solution va être tout marron. Donc ça, on n'utilise pas en aquariophilie. La qualité d'au-dessus, ça va être la qualité pharmaceutique, qui elle est contrôlée. Alors vous verrez souvent, on dit pH heure, ça veut dire conforme à la pharmacopée européenne.
La pharmacopée européenne, c'est une norme européenne qui définit la qualité minimale des produits. C'est un cahier des charges en fait pour chaque produit chimique qui est utilisé dans l'industrie pharmaceutique et qui dit bah, que le produit doit avoir telle pureté, qu'on doit retrouver telle concentration maximale de polluants. C'est un cahier des charges voilà, ultra précis sur même la couleur, ce qui se passe quand on le dissout dans de l'eau. Et ça, c'est ce que tout le monde utilise en aquariophilie, ce qui correspond à peu près au prix des produits qu'on a. Ouais, bon. Après, au-dessus de ça, vous avez une troisième qualité encore bien supérieure, qui est la qualité qu'on appelle Reagent, en anglais, réactif. C'est des produits qu'on utilise pour les analyses en microbiologie qui sont ultra purs. On approche des 100% de pureté. Par contre, on a des tarifs qui s'envolent. On a des tarifs de produits où le gramme de produit peut valoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Et ça, c'est pas utilisé en aquariophilie, parce que ça voudrait dire qu'on vous vend ces bouteilles-là plusieurs milliers d'euros pour que ce soit, pour tout juste arriver à rentabiliser le Autrement produit. dit, quand on entend parler de Belling de qualité supérieure ou de je sais pas quoi, C'est du pipeau, c'est du joueur de flûte. c'est du pipeau. On est d'accord. Mais tout le monde utilise. Alors après, vous avez ce cahier des charges. Les fabricants, alors dans ce cahier des charges, vont être un peu plus purs ou un peu moins purs. Mais quand vous regardez le cahier des charges et les critères qui sont fixés, les marges de manœuvre sont hyper basses. Il faut savoir que ce cahier des charges, il est fait pour les labos pharmaceutiques. Donc pour faire les médicaments qu'on consomme, nous, qui sont utilisés dans les hôpitaux tous les jours. Donc on parle voilà, déjà d'un niveau En de, pureté, c'est quoi? T'es 99,5 en moyenne, non? ben, en fait, ça dépend, c'est différent pour chaque produit. Chaque produit D'accord. chimique a son propre cahier des charges. On est souvent, oui, dans des niveaux de pureté qui sont au-delà des 99%. Mais Moi, par c'est ce que exemple, j'avais regardé, hein. Je sais ouais, pas, hein. Moi, je j'avais le regardé. regardais hier pour le chlorure de calcium. J'ai réussi à avoir les infos. Alors, le gros problème de ce document, et ce qui arrange bien aussi certains fabricants, c'est que ce document, pour le consulter, la pharmacopée européenne, il faut payer un abonnement annuel de 480 euros par an, à l'Union européenne pour simplement avoir accès à ces informations-là. Voilà. Je te fais un virement si tu veux. Ouais. Donc, voilà. C'est, Ne voilà. serait-ce que pour te remercier de ce travail extraordinaire. Ouais. La pharmacopée européenne, malheureusement, on n'y a pas accès. C'est une norme, comme beaucoup de normes, hein, d'ailleurs, quand on regarde toutes les normes AFNOR dans tous les domaines. Moi, j'y suis confronté beaucoup par mon métier d'origine dans le bâtiment. On paye pour avoir accès à ces normes, elles ne sont pas publiques. C'est pareil pour la pharmacopée européenne. Hmm. Donc voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous prenez un Doliprane, les produits qui sont dedans, ils sont conformes à cette pharmacopée et personne ne se pose la question, en tout cas dans notre pays, de savoir s'il peut y avoir des polluants à l'intérieur. On est sur des exigences qui sont ultra hautes et c'est les produits qu'on utilise tous en aquariophilie, tous les fabricants. Parce que les produits plus bas, tout le monde aurait rapidement des problèmes. Et les produits Regent, Ils sont hors de prix. ils sont hors de prix. Ils sont inaccessibles. Et puis sans Ouais. vraiment un gros intérêt en aquariophilie en plus. Et puis en plus, non, ils n'ont aucun intérêt. C'est que c'est des produits qui ont un intérêt pour ceux qui font de la microbiologie à un niveau de compétence extrême, avec des exigences extrêmes. Pour nous, ça sert Eh, absolument à rien. c'est bien. J'espère que les gens ils vont comprendre. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors après, il y a peut-être des gens qui seront plus compétents en chimie. Vous pourrez poser la question à Tridakna, qui a passé sa vie dans ce métier-là et qui est sûrement voilà, encore plus pointu Je crois qu'il est pharmacien ce non, il est sujet. pas. Bah, Non. il travaillait la pharmaceutique et Ouais, c'est ça, et ouais. dans la chimie. Ah oui, Voilà, il me semble, ouais, ouais. je sais plus exactement dans quel domaine, mais voilà, il a travaillé dans des grands Tu labos. sais quoi, Alex? Tu m'as presque donné envie de faire un ICP mensuel. Et voilà. Ouais, ouais, il y a un truc. Ouais. Non, mais ouais. Enfin, voilà. Donc oui, du coup, enfin oui, c'est du flan. Enfin, moi, à moins qu'on me donne les fiches techniques des fabricants de la matière première qu'on a, hein, quand on commande un produit chimique brut, c'est une obligation. On a une fiche technique, une fiche de suivi, de traçabilité, qui donne l'analyse du produit Et contenu. ça c'est une norme européenne, c'est pas Et spécifique à donc la France. voilà, donc à moins que la personne qui vous affirme ça ait la fiche technique du produit, de la matière première utilisée par le concurrent et la sienne, qui puisse les mettre en face de l'autre, vous les présenter et vous montrer qu'il y a une différence, pour moi c'est du flan.
voilà. C'est de toute façon, enfin, personne ne peut avoir cette fiche technique chez un autre fabricant. Aucun concurrent acceptera de la donner. Ouais, Donc, personne ne peut affirmer ça. Voilà. Intellectuellement, ça marche pas. On se rend compte assez rapidement que c'est complètement déconnant. ouais, Donc, voilà. On peut de toute façon pas faire la comparaison. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, enfin, il y a des raisons économiques qui font que de toute façon, on ne peut pas utiliser la qualité supérieure. Vous payeriez la bouteille de strontium 1000 ou 2000 euros. Donc je pense quelqu'un qui propose ça en vendrait pas beaucoup. Pareil pour le baling, hein, même le chlorure de calcium. On regardait l'autre jour, hein, le kilo de chlorure de calcium de qualité ouais, c'était supérieure. 1 500 euros, je crois, ou chose comme ça, non? Alors non, le chlorure de calcium, c'est un produit 90, couramment non? utilisé, c'était un peu C'est pas moins. 90? Mais on était à ouais, entre 90 et 100 euros hors taxe le Ah kilo. oui, oui, oui. Prix fournisseur, hein. Ouais. Prix fournisseur, labo, voilà, fournisseur de matières premières, qui revend ça à la personne qui va vous le conditionner et ensuite vous le revendre avec sa marge, avec les marges de distribution, Donc la 150, TVA, 150 balles etc. le kilo, quoi. Ouais, en faisant un bénéf maigrichon, hein, Ouais, Ouais. on serait plutôt à 200, je pense, quelqu'un qui voudrait s'amuser à faire ça. ouais, Donc voilà, en tout cas, c'est pas juste 5 ou 10 balles plus cher. ouais. C'est plus, on change d'échelle. Ok, Voilà, j'espère que la chose est claire pour tout voilà, le monde. voilà. Donc très bien. On arrive à la troisième règle de survie en aquarium récifal. Ça pareil, une règle qu'on m'a dit dès le début. On ne dose pas dans son aquarium un produit dont on ne connaît pas la composition et ou la concentration. C'est-à-dire on ne dose pas n'importe quoi dans son aquarium, malgré tout ce qu'il peut y avoir de marqué sur l'étiquette en promesses extraordinaires. Alors, vous aurez jamais forcément la composition exacte, même si là, moi, ce que je vais vous proposer va changer ça, mais au moins se faire une idée, quoi. Vous avez des fabricants comme Fauna Marin qui, même sur des produits qui étaient un peu sensibles, comme je pense au Dino-X ou au Redix, vous avez la composition qui est notée sur la bouteille et sur leur site internet. Voilà. Donc certains fabricants jouent le jeu, d'autres, voilà, pas mal le font. On doit avoir quand même un minimum d'informations. Trop d'informations ne servirait pas à grand-chose de toute façon, parce que voilà, on le regarderait pas ou on serait de toute façon pas capable de le comprendre. Mais il y a un minimum. Et donc, du coup, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est ça. Là, vous voyez la page du site internet. Pour tous les produits, vous aurez forcément, parce que pour moi, c'est le strict minimum, la concentration précise du produit, le dosage maximum, le taux maximum dont vous pouvez remonter l'élément chaque jour, et même la composition du produit. Là, je vous ai pris l'exemple de l'iode. Ben voilà, le l'iode, c'est de l'eau purifiée et vous avez de l'iodure de sodium, qualité pharma à l'intérieur et rien d'autre. Et pour chaque produit, vous avez la compo exacte de cette façon-là. Donc ça, voilà, je le répète, bon, on en a parlé juste avant, mais moi, tous les produits, voilà, toutes les matières premières qui sont là-dedans, elles ont toutes les trois certifications. Donc vous avez le PHR, c'est la pharmacopée européenne, le BSP, c'est l'équivalent britannique, et l'USP, c'est l'équivalent américain. Voilà. Donc là, vous avez les trois cahiers des charges Donc de ces trois nations-là qui sont respectés. Donc on est sur une exigence qui est hyper élevée en donc bientôt qualité Turtle pharma. System chez les US, alors. Bah, on pourrait, voilà, on pourrait vendre nos produits au labo pharmaceutique américain en théorie. Voilà. Et donc tous les produits ben, sont bien sûr fabriqués alors, par nos soins, par mes soins pour le moment, dans notre petit labo ici de Bourgogne. Et pour le moment, ils seront vendus uniquement en direct, sans intermédiaire, parce que pareil, mettre en place un circuit de distribution, etc., ben, ça voudrait faire encore augmenter le prix du produit. Et ça, c'est vraiment ce que je veux pas. On veut arriver à rester le plus bas possible. Voilà. Donc, vous l'aurez compris. Alors, nous, voilà, vous avez l'exemple de l'iode. Nous, tous les oligos, Donc les là, bouteilles là donc, sont à 14,90, mais elles sont très concentrées. Vous avez beaucoup de matières premières à l'intérieur. Si vous faites le calcul au gramme d'éléments, vous verrez que ça défie toute concurrence par rapport à n'importe quel fabricant. Je crois qu'il y a un ou deux produits sur lesquels on a un fabricant qui arrive à faire mieux que nous. Et c'est tout. ouais. Voilà. Donc là, avec ce truc de ce soir, vous avez toutes les clés pour mettre en marche la méthode de... Comment elle s'appelle cette méthode d'ailleurs? De ciblage d'oligo, enfin Ah, voilà. moi, je vais te réafficher les bouteilles parce que voilà, moi Ouais, j'ai elles surtout sont pas belles. voulu nommer ça du nom de l'entreprise parce que je trouve ça hyper prétentieux.
Donc voilà, je l'ai appelé No Water Change, NWC, tout bêtement, parce Ouais, que c'est ce qu'on cherche à faire en fait. Et voilà, ce sera ce petit logo qui l'identifiera superbe, chez nous. magnifique. Bon, Hop. moi, ce que je trouve super, c'est ton calculateur, hein, notamment, hein, Alexandre. Ouais, Ouais, bah, il est Ça, c'est indispensable, nickel, avancé. ouais, ça va vraiment Et de pair. voilà, ça va complètement de pair avec une gamme et dans une logique entrepreneuriale, bah, je trouve que c'est une approche complètement complète. Il y a Mm. d'autres approches sur le marché, hein. Ouais. Chacun en fait a le droit et le choix, hein, enfin voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une Ouais, approche qui se veut complètement transparente, avec des prix les plus bas et avec c'est ça. une facilité, on va dire, technologique qui permet en fait bah, de De par faire soi-même rapidement. Voilà. facilement remettre on va dire les données à flot, quoi. Et donc, Ah bah oui, c'est ça. D'ailleurs, voilà, moi je vous ai fait le calculateur. Voilà, ceux qui iront voir la version en Google Sheet ou qui le téléchargeront en format Excel verront que voilà, tous les calculs sont visibles. Vous pouvez voilà, les vérifier. Si vous avez envie d'essayer de les améliorer, vous pouvez essayer. Alors j'ai bloqué les cellules pour pas que vous puissiez malencontreusement, par fausse manip, fausser le calcul et du coup faire un mauvais dosage. Mais par contre, le calcul est visible, donc vous pouvez le copier-coller dans un autre tableau à côté si vous voulez faire des essais, le modifier, etc., modifier les valeurs cibles, tout ça est possible. Donc génial. voilà. Si on fait un petit récap du coup de la méthode complète, donc on va reprendre un peu tout ce qu'on a vu. Donc l'idée c'est d'utiliser un vrai balling avec le sel sans chlorure de sodium, le fameux sel sans sel. Et surtout, vous y ajoutez pas les oligo-éléments, hein, puisqu'on va s'en occuper à côté. Ces solutions-là, on les oublie. Je pense que vous... Alors oui, c'est ce qui pose problème dans le produit d'ATI, c'est que intègre les oligo-éléments, donc voilà, pas forcément l'idéal. Pour moi, l'idéal, c'est vraiment le vrai balling en trois solutions. Donc sûr. ensuite, c'est donc surveillance régulière du bac par ICP. Donc je vous ai noté tous les mois au départ, puis ensuite on peut espacer un peu tous les 2 à 3 mois quand on a trouvé les bons dosages. Des dosages de correction donc après chaque ICP, donc ça c'est pour les éléments qui varient peu. Et ensuite, donc concrètement, c'est ce que vous Ah oui. retrouvez sur le tableau. Donc il y a donc deux solutions à mettre sur pompe doseuse. Vous avez donc le strontium, vous pouvez prendre la bouteille, si vous prenez celle qu'on proposera, c'est une bouteille d'1 litre qui est bien concentrée. Donc celle-là, vous pouvez la mettre direct sur pompe doseuse. Le calculateur vous dira combien de millilitres il faut en mettre par jour. Et pour tous les autres oligos, pour pas faire comme Yannick, qui est un collectionneur de pompes doseuses, parce qu'il tient à doser chaque oligo-élément sur sa tête de pompe doseuse. Nous, on a vérifié, on a conçu ça de façon à ce que vous puissiez tout mélanger dans une seule bouteille. Donc, il y a une petite recette de cuisine à la fin du calculateur. Grosso modo, on ajoute une certaine quantité d'eau. On vient ensuite rajouter dedans chaque produit. Puis on complète pour arriver à un volume. Alors on tombe toujours à la fin sur un volume de 1 litre, 2 litres, 5 litres. Ça, c'est fonction de la quantité de produit dont vous aurez besoin. C'est pour pas que ça précipite, pour que le mélange se fasse bien. Et donc on a besoin de 2 têtes de pompe doseuse. Le seul petit inconvénient, c'est que voilà, du coup, si on cumule le balling et ça, on aurait besoin de 5 têtes de pompe doseuse. Ça, je vous l'ai mis après. Donc, vous avez un certain nombre de fabricants hein, qui proposent des pompes doseuses à 5 têtes. Après, c'est vrai que la 4 têtes, c'est un grand classique. Éventuellement, et ça, je voulais rajouter aussi dans le calculateur, c'est une option pour le strontium. Le strontium, vous pouvez le rajouter avec la solution de calcium. Ça, on en parlait notamment avec Xavier. Déjà, parce que la conso du strontium, elle est à peu près corrélée au calcium. Donc, on sait que si jamais on doit augmenter son calcium, en théorie, on a besoin d'augmenter le strontium. Donc, c'est pas déconnant de mélanger les deux. Et puis, malgré tout, en faisant les tests ICP, ben, vous vérifierez cette concentration à chaque fois. Mais en tous les cas, ça permet d'économiser une tête de pompe et d'appliquer la méthode avec une pompe doseuse assez commune qui a seulement 4 têtes de pompe. Voilà. Après, en termes de filtration, ben, moi, je vous recommande voilà, quelque chose de très classique. Je vous ai mis le petit exemple chez nous, mais c'est voilà, vraiment le système berlinois classique qui existe depuis toujours, amélioré éventuellement avec un filtre à rouleau, mais donc filtration mécanique en entrée pour retirer les polluants solides le plus rapidement possible. Ça peut se faire avec une vraie décante, mais plus personne n'en a. Ça peut se faire avec des micron-bacs, ça peut se faire avec du perlon.
Le filtre à rouleau, pour moi, c'est le plus confort. Un bon écumeur derrière, Hum. éventuellement un FLF si on a besoin de mettre du charbon ou de la résine anti-PO4 ponctuellement, on n'en a pas forcément besoin en continu, et une pompe de remontée. Pas de refuge à algues, sauf si besoin indispensable, mais parce que le refuge à algues, c'est un vrai puits à oligo-éléments. Ça va tout vous consommer et sur un bac Bah, à... d'un autre côté, c'est bien pour toi, De quoi? qui consomme beaucoup d'oligo. Ah ouais, c'est bien pour moi, oui. Mais non, moi je vous le recommande pas parce que voilà, Ouais, on sait que ça, voilà, sur certains bacs, ça finit en fait par poser problème. Moi, je suis à peu près sûr maintenant que j'en ai fait l'expérience et je vais le surveiller, qu'il y a parfois des bacs qui ont des soucis insolubles, qui ont des refuges, et il faudra se poser la question de savoir s'il ne faut pas virer le refuge. il Donc faudra moi, que... ce que je recommanderais et ce que je vais recommander à mes clients qui me commandent des systèmes de filtration, qui ont très souvent tendance ces derniers temps à me réclamer des refuges à algues, c'est peut-être de penser à plus du réacteur à Ouais. algues qui du coup peut s'enlever à n'importe Il est quel parti, moment Xavier, là. et se remettre en cas de besoin. Il y a un truc qui serait intéressant à faire pour en 2025, c'est un truc avec Vincent Chalias et Sean Dati et toi. Parce que chez Triton, ils sont vraiment dans le refuge à algues. Ouais. Donc, Alors après, chez Triton, on sait qu'ils ont un petit truc secret dans leur fameux ouais, corset ouais, euh, qui, a priori, empêcherait les soucis qu'on a, nous, quand on n'utilise pas ce corset. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est intellectuellement, Triton, ça pose question parce qu'on ne sait pas. ouais, ouais, non, mais c'est pour ça que je te dis de faire une petite Ah. soirée, une petite confrontation, ce serait intéressant. Oui, bon, après, je veux pas les embêter. Je sais qu'ils sont Non, assez non, je sais bien, embêtés je sais bien, par plein d'autres gens. je sais Mais bien. bon, c'est vrai que ça pose question, parce qu'on a de plus en plus de fabricants, en fait, qui sont dans cette optique-là. Triton, ça a été les premiers. Ils sont arrivés avec leur méthode, on ne savait rien. Ouais. Voilà, on nous disait, bah, vous mettez tel produit, on vous donne les dosages, et vous faites ça. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On sait à peu près, mais tous les ingrédients qui font toute la différence, on ne sait pas ce que c'est. Donc ils ont visiblement trouvé une technique pour que le refuge à algues soit pas un problème. Après, moi, j'ai vu quand même pas mal de gens, voilà, appliquer la méthode Triton et être bien emmerdés avec leur refuge, leurs nutriments qui tombaient à zéro. Donc Bon, non, mais voilà, c'était. on Mais sait pas je trop. referai des trucs, on refera des messes dominicales avec Vincent Chalias. Voilà. Mais après, voilà. Après, Triton a tendance à s'ouvrir. Je veux dire, au début, on connaissait même pas la concentration de leur bouteille d'oligo. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, à force d'insister, ils ont bien vu que les gens se détournaient de leur méthode parce qu'ils donnaient pas assez d'informations. Aujourd'hui, vous avez un calculateur sur leur site qui permet du coup de déterminer les dosages, donc de savoir ce qu'il y a dans chaque bouteille. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pensait à l'époque, parce que à beaucoup dissimulé, tout le monde s'est dit, mais ils doivent nous vendre de la flotte. En fait, maintenant qu'on a les valeurs, leurs produits ils sont plutôt bien placés sur le marché. Les produits sont plutôt concentrés, c'est pas, donc il n'y avait pas d'arnaque à ce niveau-là. Mais Bon, bah, voilà, Triton garde ses petits secrets et voilà, bon, c'est un bah peu écoute, normal, voilà, mais c'est une autre stratégie, c'est notre quoi. stratégie. Mais c'est Voilà. pas, je pense que c'est pas non plus totalement inintéressant. C'est des gens qui sont sérieux, quoi. Non, non, non. Mais c'est vrai que ce qui est un peu dommage, c'est que, enfin, moi, quand j'ai commencé l'aquario, on était beaucoup dans l'expérimental. Je veux dire, il y a 20 ans, déjà, le gars qui arrivait à garder des acroporas plus de 6 mois dans son bac, c'était un dieu pour beaucoup de gens. Il commençait à y en avoir, mais c'était les Ouais. débuts, hein. On Mm. avait quand même des bacs. J'essaye de Ouais. choper le Mexicain, là, Juan Gravales, qui a Ouais. Gabriel, et je sais pas quoi, là. Ouais. Gabriel. Ouais. Ouais. Et il me dit, je parle pas français, machin. Enfin, bon, il fait Ouais. pas d'efforts, quoi. Non, mais ouais. Non, mais ouais, ce que je voulais dire, c'est que voilà, quand j'ai commencé au début, les choses étaient beaucoup plus ouvertes. C'est-à-dire, vous allez voir un vieux site qui est toujours en ligne, qui existe toujours, c'est Rive Guardian. Vous allez fouiller dans les articles. Il y a toute une catégorie articles. Donc, les gens, à l'époque, prenaient le temps, un peu tous, de d'écrire des articles sur les sujets qu'ils maîtrisaient. Et vous avez des trucs qui sont hyper pointus. Vous avez notamment une forme de baling
qui avait été plus ou moins inventé par un des membres du forum de Rive Guardian. Ouais. C'était un peu compliqué à faire, il fallait aller acheter les produits chez le pharmacien, mais au final, il faisait exactement ce qu'a inventé Baling. Je ne sais pas si c'était au même moment, je ne sais pas comment c'était calé, mais c'était une façon de faire du Baling un peu différente. Mais voilà, et là, bah, vous aviez un tableau Excel, ça C'est pas un calculait. gars dans l'Est, hein. Pas Régis Doute, mais un autre gars Tu à Reims. m'exposes les oreilles, là. Ah, pardon, pardon. Je m'éloigne, je Je, m'éloigne. Oui. je sais plus qui c'était, mais bon, l'article est toujours sur Rive Guardian et vous pouvez le retrouver. Ouais, Et m'en tout le était un retrouver. peu comme ça. Vous aviez, voilà, vous aviez j'ai perdu son nom, l'ancien gérant de Neo 3 Ouais. qui malheureusement n'est plus là. Mais Jean-Marc Schaeffer, Schaffer. Jean-Marc Schaeffer, voilà, qui était un membre du groupe et qui postait plein d'articles de bricolage divers et variés J'essaierai de le sur, retrouver, ce truc. voilà. Et Bon. tout était beaucoup comme ça, très Et ouvert, et tu, c'est ouais. une époque où l'aquario récifal a fait quand même vachement de progrès. Alors, Ben, bien sûr, je peux dire que bien ce sûr, il y a soir, les l'Aquario pro. Récifal, elle a fait un bond en avant gigantesque. et Ouais, juste, ben, je ah, crois qu'il y a voilà, encore on essaye de faire 61 avancer, personnes mais connectées là, à cette Hein? heure-ci. Je pense que c'est le record. 61 personnes, On est monté à plus de 80 personnes. ouais, c'est Et le là, il y en a record. 61 à 23h30. eh ben, c'est Hallucinant. beau. Hallucinant. Voilà. Donc, ouais, donc du Donc, coup, voilà, moi, j'ai appris à cette période-là. Moi, mes mentors, voilà, c'était Tridakna, qui à l'époque avait pas sa boîte. Jean-Marc Schaeffer, il débutait, il avait juste quelques années d'avance sur moi. Et c'était beaucoup dans le partage. Et il y avait beaucoup de trucs très, très ouais, pointus. c'était la belle En fait, époque, quoi. chacun dans Partage. son expertise particulière. Bon, ben voilà, Tridakna, il était dans la chimie. Bah, c'était le spécialiste chimie du groupe. Mais son boulot avait rien à voir avec l'aquario, mais il avait des connaissances hyper pointues en chimie, donc il les mettait à disposition pour l'aquario. Et tout le monde faisait un peu de cette façon-là, et il y a plein de trucs qui se sont inventés à une époque. Vous avez plein d'inventions qui sont chez les fabricants, qui en fait sont des trucs qui ont été bricolés et inventés chez des Ouais. particuliers. Voilà, et Bon, qui ont été repris et améliorés ensuite. Donc, moi, remets-moi, je trouve remets-moi ça tes pas mal. flacons, voilà. 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 Et je vous remets les petits flacons, parce que voilà, pour la suite, alors le problème de l'usage, de est-ce que ça marchera, ça marchera pas, ben voilà, moi, chez moi, ça marche. Ça va beaucoup mieux le bac. Et voilà, après une longue période où j'ai pas du tout le temps, pas du tout eu le temps de m'en occuper, parce que j'avais beaucoup à faire en collage de plexiglas notamment. L'application de la version finale de cette méthode là qu'on propose maintenant a vraiment remis le bac sur les rails, et on revient vraiment de loin. Donc voilà, je suis assez sûr du fait que ça marchera très bien chez tout le monde. En tout cas, vous avez toutes les infos, et comme vous connaissez tout, vous pourrez de toute façon corriger, expérimenter et voir tout ça par vous-même. Et en plus, petit cadeau qu'on ne fait habituellement jamais sur le récif, je vous ai même rajouté un petit code promo Alors, à utiliser sur le site. Oligo Oligots. TS10, c'est Oligo Turtle System. Voilà, 10 que vous pouvez rajouter sur le site, et ça vous fera 10% de réduction sur tout ce qui est, sur tous les produits qu'on vient Voilà. de présenter. Donc notez-le, et puis de toute façon, moi je vous le remettrai sur la page de la boîte. Mais voilà, il est valable donc à partir de maintenant, parce que je vais mettre je l'ai pas fait tout à l'heure, j'étais pris par le temps, et j'en connais un qui me tanne, qui attend depuis ce matin que les produits soient mis en ligne, donc je vais le faire tout de suite là pendant qu'on discute. Et donc avec ça, vous aurez 10% de remise en plus. Voilà. Euh, Là, je Et vois donc comme... merci à tout le monde, et puis merci à Eric, Romain, Xavier et Yannick qui ont dû me supporter cette semaine pendant que je préparais tout ça, Non, mais que j'ai bien gonflé de questions c'est surtout et merci à d'envoi de toi. la présentation. C'est surtout Mais voilà, Bravo à toi, bravo pour la presse d'une qualité bravo, exceptionnelle. bravo Alexandre, merci merci Xavier. bien. Good Euh, luck pour et ton activité euh, entrepreneuriale. et, Hein. et j'espère que ça, tu vas en vendre plein de tes oligos. Et que, Eh ben, en tout écoute, cas, on verra. les Moi, gens, j'espère que ça va intéresser ouais, du monde, les mais gens voilà, ont tous les outils pour pouvoir mettre en place cette méthode s'ils le souhaitent. exactement. Donc maintenant, Voilà. c'est à eux de décider, est-ce que je veux faire les ICP, machin, tout. Vous avez tous les outils. Le C'est ça. calculateur, les produits, la compétence d'Alexandre.
Bah, la compétence mise à disposition, hein. C'est à disposition. Maintenant, c'est celle de Voilà, tout le monde. Donc là, tous les calculs, tous les trucs qu'on a vus sur lesquels on ne s'est pas voilà. forcément beaucoup attardé parce que C'est ça aurait été un peu chiant. transparent. C'est transparent. Ouais, Vous avez la compo des produits. Vous avez même le prix des bouteilles, le prix du bouchon. Vous avez tout. Donc, c'est ça. il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a rien du tout. C'est, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais bon, allez-y. Voilà. La vidéo sera sur YouTube demain certainement parce que ça met un temps fou à se convertir avant que je puisse la poster. Donc je la mettrai demain. Et n'oubliez pas, vendredi soir, on est avec Sarah Vigotte qui va nous présenter son bac qui est assez farfelu, je pense, et qui va être très intéressant. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. C'était l'avant-dernier live pas live, j'aime pas ce mot, entretien du récif de 2024. Alex, je te souhaite vraiment le meilleur. Eh ben, merci. Euh, Pareil. Xavier, merci d'avoir veillé si tard parce que tu commences à avoir de l'âge aussi, toi. Je sais bien que Tu rigoles. C'est le début de la vie, là, maintenant. je sais bien que tu fais la teuf tous les week-ends, mais bon, là, on est en semaine, Ouais. donc Non, dommage, ça dépend des soirs. ça dépend des soirs. Bon, bonne soirée, les amis. Et puis, bah, écoutez, à bientôt. Et Ça marche. Merci Ça beaucoup, en tout marche. cas. en C'est plus, il top. est tard au dodo, Eric. Putain, Ludo, je te prends quand tu veux en soirée, mon bonhomme. Allez, salut tout le monde. Ciao. Salut, Allez, à bientôt. salut, Salut. salut, Ciao. salut.